Alors, bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans notre activité de webinaire sur l'agroforesterie et les grandes cultures au Québec. Donc, je me présente, je m'appelle Cécile Tartera, je suis agronome et conseillère en agro-environnement au groupe ProConseil. C'est un club conseil qui est situé en Montérégie. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Catherine Mercier, qui va, qui va m'assister pour tout ce qui est logistique technique de l'activité. Donc, l'activité, en fait, aujourd'hui, ça fait suite à un projet qui a eu lieu de 2023 à 2025, qui s'est terminé l'année dernière, puis qui visait à développer des activités puis des outils de formation pour des personnes qui ont une activité de conseil en agroforesterie au Québec. C'était un projet qui avait bénéficié d'un financement du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur bioalimentaire, le PAL-CCB, qui est un programme qui découle du plan pour une économie verte 2030. Donc, on les remercie pour ça. Et puis, une des activités qui avait été faite dans le cadre de ce projet-là, c'était de produire une série de cahiers de référence sur l'agroforesterie, avec un peu cette particularité-là par rapport aux outils qui existent déjà, que c'était des cahiers par secteur de production agricole. Donc, dans le fond, il y en a eu 5 de produits pour 5 secteurs de production différents. Un pour ce qui est production bovine, donc lait et boucherie. Un pour les productions porcines. Un pour les productions avicoles. Un pour les productions maraîchères et un pour les productions de grandes cultures. Puis, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Toutes ces publications-là, vous pouvez les retrouver en accès libre sur AgriRéseau et aussi sur le site web du groupe ProConseil sur la page dédiée au projet. Donc, on peut aller à la page suivante. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'agroforesterie et de grandes cultures. Il va y avoir une série de webinaires avec un webinaire pour chacune des thématiques de ces différents cahiers. Donc, pour la grande culture aujourd'hui, pour commencer, dans le fond, ça va commencer avec moi. Je vais vraiment prendre quasiment une heure pour vous faire un petit peu une vue d'ensemble de tout ce que vous pouvez retrouver dans le cahier, c'est-à-dire un petit peu l'ensemble des bénéfices possibles de l'agroforesterie pour les grandes cultures dans notre contexte québécois, au vu des connaissances actuelles. Donc, ça devrait nous emmener, questions incluses, environ jusqu'à 10h15. Puis, à 10h15, je passerai la parole à mon collègue agronome Cédric Bouffard, qui est déjà connecté avec nous. Dans le fond, Cédric va nous présenter un travail qu'il est en train de faire dans le cadre d'un projet de l'IRDA, qui consiste à développer en fait un outil de simulation de l'impact des haies brise-vent sur le rendement, sur la productivité des cultures de maïs, soya et blé en utilisant des données de capteurs de rendement. Donc, pour essayer de répondre à la fameuse question qu'on se demande toujours, les haies brise-vent, puis les grandes cultures, positifs ou négatifs sur le rendement, quand, comment, dans quel contexte. Donc, je lui laisserai nous expliquer un petit peu l'approche de l'IRDA par rapport à cette question-là dans sa conférence. Donc, ça devrait nous laisser suffisamment de temps après chaque conférence pour une petite période de questions. Dans le fond, on vous demanderait euh, peut-être de retenir vos questions, par contre, jusqu'à la fin de chaque présentation. C'est pour être sûr qu'on ait le temps de présenter tout le contenu. Cela dit, vous pouvez quand même, au fur et à mesure qu'elles vous viennent, les écrire dans le chat. Donc, le chat, c'est la petite bulle là que vous avez dans la barre en bas. Vous pouvez quand même les écrire au fur et à mesure. Les questions qui sont vraiment strictement des questions de compréhension, du style on voit pas bien qu'est-ce qui est écrit dans le graphique ou c'était pas clair ton explication. Dans le fond, Catherine va les lire puis elle pourra me les adresser tout de suite. Et puis les questions qui sont plus comme à développement ou d'approfondissement, on va se les garder pour la fin. Donc c'est ça pour les infos pratiques. On prendra pas de pause étant donné que c'est juste un petit 2 heures. Euh, la présentation est enregistrée comme vous avez vu, donc le lien va vous être envoyé par courriel suite à l'événement. Donc toutes les personnes qui ont eu le lien en s'inscrivant sur la plateforme du point de vente vont recevoir après ça le lien de visionnement. Et il me reste à remercier notre bailleur de fonds pour l'activité aujourd'hui, qui est le MAPAC dans le cadre du programme Prime Vert. Sans plus tarder, allons-y. Donc, dans le fond, je refais un petit flashback là sur l'historique
du projet qui nous amène à se retrouver aujourd'hui. Comme je vous disais, là, ça découle de ces cahiers là qui sont déjà disponibles sur Internet, là, sur AgriRéseau. L'objectif, dans le fond, quand on a développé ces cahiers-là, puis qu'on s'est dit, mais pourquoi faire encore un nouveau document de référence sur l'agroforesterie alors qu'il en existe, qu'on est chanceux, il en existe quand même déjà quelques-uns au Québec. L'objectif, c'était vraiment de se dire, d'aller faire ressortir tout ce qui était intérêt agronomique, économique ou sociaux des arbres sur la ferme. Et donc, à quel point, puis dans quelle mesure les arbres peuvent être ou pas des outils de production, puis des outils dans les stratégies de production ou de durabilité des fermes. Donc, la distinction peut-être par rapport à ce qui peut déjà exister comme document, c'est que ces documents-là abordent pas les bénéfices environnementaux généraux. Tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on plante un arbre sur une ferme au Québec, on augmente la biodiversité, on fait du stockage de carbone, on héberge des oiseaux, etc. Puis tout ça, c'est des bénéfices réels, puis vraiment importants, qui sont déjà bien documentés. Donc là, l'idée, c'était vraiment de voir, tu sais, dans quelle mesure il pouvait y avoir des intérêts au niveau de la production agricole. Et puis, un autre objectif aussi important, c'était oui de faire la promotion de l'agroforesterie, mais surtout de donner des informations objectives et raisonnables qui permettent de prendre des décisions d'affaires éclairées. Parce que les arbres sur la ferme peuvent avoir toutes sortes d'avantages pour les différentes productions, mais ils peuvent aussi représenter toutes sortes de défis pour les différentes productions. Ceux qui en ont sont bien placés pour le savoir. Donc, vous allez voir là, je vais vous mentionner beaucoup d'avantages, mais je vais aussi vous mentionner beaucoup de problèmes et enjeux parce que si on les connaît, ben, on est capable de mieux les gérer, là. Donc, dans le fond, c'est ça qu'on va retrouver dans l'ensemble des cahiers, une synthèse des principaux bénéfices, les principes d'aménagement permettant de favoriser ces bénéfices-là et de réduire les risques et les problèmes qu'on pourrait avoir, et puis toutes les références là, qui peuvent ensuite être consultées. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça a été créé, là, ces références-là, dans le fond, ça se base vraiment sur une grosse revue de littérature. Là, l'hiver dernier, là, je me suis quand même occupée avec beaucoup de lectures, là, on va se le dire. La revue de littérature, elle a vraiment été faite en priorité sur des données disponibles au Québec. Quand il n'y en avait pas, ça a été élargi à l'Amérique du Nord. Puis quand il n'y en avait pas ou pas assez, on est allé chercher dans d'autres pays tempérés. Honnêtement, finalement, ça a été quasiment juste la France, là. Il y a peut-être quelques références d'Angleterre, là, mais c'est à peu près tout. Mais l'idée était vraiment que ce soit comme ajusté à notre contexte. Et puis après ça, ben, une fois qu'on a une belle revue de littérature, je pense que la plupart d'entre vous êtes soit agriculteurs, soit vous conseillez des agriculteurs. On est bien placé pour savoir que c'est pas parce que la théorie le dit que c'est comme ça que ça passe sur le terrain nécessairement. Donc après ça, dans le fond, il y a un sondage qui a été lancé auprès de une centaine d'intervenants en agroforesterie à travers le Québec pour leur demander un petit peu les types d'aménagements qu'ils avaient déjà vus dans leur pratique. Puis ceux qui avaient vraiment la plus vaste, la plus grande diversité d'expériences dans les aménagements qu'ils avaient vus ont été contactés un par un. Et il y a eu des entrevues qui ont été faites avec 13 d'entre eux pour parler de, bon, dans la pratique, comment ça se vit en réalité. Donc, c'est venu un petit peu nuancer les données scientifiques qui avaient été collectées. Et puis après ça, il y a vraiment comme plusieurs relecteurs, là, vraiment experts dans différents sujets qui sont allés amener une relecture parce que c'est sûr que là, je vais vous présenter plein de thèmes. Moi, évidemment, je suis experte en rien de tout ça. Donc, c'est pour vous expliquer un petit peu d'où viennent les sources puis la crédibilité du contenu. Et puis aussi, il y a vraiment eu une belle collaboration là, de tous ces intervenants-là et agriculteurs pour nous fournir une belle galerie de photos. Donc, c'est illustré. Toutes les illustrations viennent du Québec. Donc, si c'est illustré, c'est que ça se peut, c'est que ça existe quelque part au Québec. Quel bénéfice potentiel de l'agroforesterie pour la production de grandes cultures au Québec? Ben, c'est cela. Donc, on parle, les bénéfices auxquels on peut penser, c'est évidemment le premier qu'on souhaiterait, c'est l'augmentation de rendement. Un dont on parle souvent aussi, c'est l'augmentation de la survie hivernale des cultures d'automne. On va parler également de réduction du stress hydrique.
de participation à la lutte contre les ravageurs des cultures, d'amélioration de la pollinisation des cultures, de protection contre la dérive des pesticides ou la contamination OGM, de production de bois et d'adaptation au changement climatique. Donc, oui, en fait, on va passer à travers tous ces bénéfices potentiels dont vous avez certainement déjà entendu parler. Puis, ce que je veux dire, c'est que évidemment, on se dit pas quand on conçoit un aménagement, tiens, je vais faire un aménagement pour augmenter le rendement et produire du bois, ou tiens, je vais faire un aménagement pour réduire le stress hydrique puis améliorer la pollinisation. C'est pas, euh, on le raisonne pas comme ça quand on conçoit un aménagement nécessairement, là, puisque de toute manière, évidemment, tous ces aménagements sont multifonctionnels. Là, dans le fond, c'est un découpage un peu artificiel à but pédagogique, dans le sens que je vous présente un par un tous les bénéfices auxquels on peut s'attendre pour examiner chacun de ces bénéfices-là, à quel point ils peuvent ou pas se concrétiser, puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, si c'est notre bénéfice important pour nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment le favoriser, celui-là en particulier. T'sais. Donc, c'est pas un guide technique, là, c'est un découpage un peu artificiel pour les besoins pédagogiques du jour. Donc, on peut aller à la suite. Donc, notre premier bénéfice, évidemment, qui nous interpelle particulièrement, c'est l'augmentation du rendement. Je le mets avec la survie hivernale des cultures parce que vraiment, c'est le même principe. Donc, en fait, le principe qui fait qu'on peut avoir des augmentations de rendement dans les grandes cultures, c'est le principe du brise-vent. Donc, je repars vraiment à la base, vous le savez certainement, mais comme ça, on part du même point. Le principe de la haie brise-vent, c'est de ralentir le vent. C'est pas de l'empêcher de passer. On veut que le vent passe à travers la haie. Puis en fait, l'idée, c'est de le filtrer, puis qu'il ressorte de l'autre côté de la haie ralenti. Donc, ça va nous donner une zone qui va être protégée avec un vent qui va être ralenti. Et puis cette zone-là, elle va s'étendre sur, bon, selon les sources, différentes caractéristiques, etc. La littérature nous dit que ça s'étend sur 10 à 20 fois la hauteur des arbres. Donc là, vous voyez dans ma légende, c'est écrit 10 à 20 H. H, on va le retrouver tout le temps là quand on parle de brise-vent dans toutes les guides techniques, c'est à hauteur des arbres. Donc ça, c'est ce qu'on peut s'attendre d'avoir comme zone protégée avec un brise-vent semi-perméable, comme on les fait un peu de manière standard. C'est sûr que du moment que je mets un arbre à côté de ma culture annuelle, va y avoir des interactions. Là. Va y avoir des interactions au-dessus du sol, de l'ombre déjà pour commencer. Ça va intercepter le soleil, mais également également la pluie, etc. Puis va y avoir des interactions souterraines parce qu'évidemment là, les racines se retrouvant plus ou moins dans le même horizon, elles vont pouvoir avoir soit se compétitionner, soit céder au niveau de l'utilisation des nutriments, de l'eau, etc. On peut avancer. Donc, dans le fond, c'est sûr que ces effets-là, ils vont pouvoir être positifs ou négatifs. Ça dépend. Fait que c'est des fois, selon les convictions de la personne à qui on parle, là, si on a quelqu'un qui aime vraiment les arbres, il va vous dire ah, c'est vraiment bon que les racines soient au même endroit parce que là, elles partagent des mycorhizes, puis elles s'échangent des nutriments, puis la diversité, c'est bon, puis les plantes, elles s'aident les unes les autres, puis c'est vrai. Puis si on parle à quelqu'un qui aime pas les arbres puis qui cherche des arguments contraires, il va dire oui, mais là, si les racines sont dans le même secteur, ben là, elles veulent se compétitionner pour l'utilisation des nutriments puis pour l'utilisation de l'eau. Puis c'est vrai aussi. En fait, tout ça est vrai. Donc évidemment, c'est vivant, c'est complexe. Des fois c'est positif, des fois c'est négatif, des fois c'est l'un ou l'autre, mais ça varie selon le temps, les années, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les effets, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils vont toujours être plus forts proches des arbres, puis plus qu'on s'éloigne, plus que ça s'atténue. C'est un peu logique. Donc, c'est toute la parcelle n'est pas impactée de la même façon. Bon timing, si c'est bon. toute, toute la parcelle n'est pas impactée de la même façon. Euh, et puis, en saison hivernale, ce qu'on va avoir comme impact, c'est que dans notre zone qui est protégée du vent, ben, c'est vraiment là où la neige va se déposer. Donc là, ben, vous le voyez bien sur la photo, là, dans le fond, dans les caractéristiques de l'aménagement qui est là, ben, ça a emmené un dépôt de neige sur telle bande. Fait qu'on voit clairement l'effet brise-vent, puis on voit clairement que c'est sur une portion du champ. Puis là, toute l'art et la science va consister à avoir l'effet qu'on veut sur la portion qu'on veut. Donc, on peut aller à la suite.
Donc, les bénéfices qu'on peut avoir de cet effet brise-vent, il y en a qui vont intervenir en été, il y en a qui vont intervenir en hiver. Donc, en été, évidemment, le principal bénéfice, c'est qu'on a moins de pertes de sol par érosion éolienne. Le, le deuxième bénéfice qui peut aller avec ça, déjà ne pas perdre notre sol par érosion éolienne, c'est déjà un avantage, même s'il n'y a pas de culture, au moins on protège le sol. Après ça, ben, quand il y a une culture, c'est sûr que les particules de sol, quand elles s'arrachent, elles font de la saltation, elles roulent boule sur le sol, elles peuvent venir endommager les plantes, surtout quand c'est des petites plantules fragiles au printemps. Donc là, la haie brise-vent va comme protéger les petits plants de l'abrasion des particules de sol. Et puis aussi, le fait qu'il y ait moins de vent, ben là, c'est moins séchant, c'est moins desséchant. Ça peut protéger les cultures contre le dessèchement du vent. On peut avancer. Au niveau des avantages qui peuvent arriver pendant l'hiver, ben là, pareil, ça peut protéger les cultures contre la dessiccation par les vents hivernaux. Et puis, si on conserve un couvert de neige sur une plus grande partie de notre champ plus longtemps, ben là, on peut protéger les cultures qui sont présentes pendant l'hiver de l'asphyxie par la glace. Donc, c'est un peu tous les bénéfices qu'on peut espérer avec une haie brise-vent. On peut avancer. Donc là, j'ai essayé de chercher le plus de données économiques là-dessus. Je veux pas trop voler la vedette à Cédric, il vous en dira d'autres. Mais rapidement, si on reprend souvent là dans toutes les guides, on cite un peu tout le temps les mêmes sources phares là qui ont été bien documentées au Canada. C'est le document du USDA qui date quand même de 74, mais tu sais, le fonctionnement des vents, ça, c'est quand même quelque chose qui change pas si vite que ça. Ils obtenaient, dans le soya, ils avaient noté des 20% d'augmentation de rendement en Ontario, euh, des 15% d'augmentation de rendement au Nebraska dans le blé d'automne. Puis la source là qu'on mentionne tout le temps, là, qui est assez fiable, c'est Cork, là, ça date de 1988. C'est mon âge, fait que je suis bien placée pour vous dire que ça fait déjà 38 ans. Puis là, dans le fond, eux, ce qu'ils avaient établi, c'était que les cultures qui bénéficiaient le plus des haies brise-vent, c'était vraiment les céréales d'automne, les prairies, les luzernières, justement du fait de cet étalement de la neige. Alors que le blé de printemps et le maïs, ben moins, parce qu'ils n'étaient pas là à ce moment-là, fait qu'ils en bénéficiaient moins. Là où ça devient vraiment plus intéressant, quand on regarde dans des études plus récentes, notamment Osorio et collaborateurs là, en 2019, toujours aux États-Unis, ben, au Kansas et au Nebraska cette fois-ci. Au niveau du soya, ils ont noté un impact, ça a été fait donc sur plusieurs années, puis il y avait un impact positif des haies brise-vent dans 46% des cas. Donc quasiment un an sur deux, si on veut, il y avait un impact positif des haies brise-vent sur le soya. Et quand il y avait un impact positif, il représentait en moyenne 16% de rendement en plus. Dans le blé, ça arrivait moins souvent. L'impact positif, il était dans 30% des cas, donc environ une année sur trois en moyenne. Et quand ça arrivait, l'augmentation de rendement était d'environ 10%. Euh, c'est vraiment intéressant de noter ça parce que ça nous amène cette notion que, tu sais, si quelqu'un vous dit, ah, les haies brise-vent, ça fait perdre du rendement, c'est ben trop générique, c'est pas vrai. Mais si quelqu'un vous dit, ah, les haies brise-vent, ça augmente le rendement, c'est également trop générique pour être vrai. Évidemment, la réalité et le vivant sont toujours plus complexes et nuancés que ça. Donc, en fait, les haies brise-vent vont amener des augmentations de rendement certaines années, mais pas toutes. Et aussi, elles vont pas l'amener dans tout l'ensemble du champ. Puis ça, les études de Vézina, d'André Vézina, puis au lac Saint-Jean et aussi en Montérégie, là, avec Monsieur Perrault, nous le montrent bien. Au lac Saint-Jean, l'étude qu'ils ont fait qui a paru en 2015, mais qui a été faite sur plusieurs années, ils ont obtenu des augmentations de rendement dans le maïs de 4 à 16%. Ces augmentations-là, elles étaient obtenues sur une distance qui représentait 17,5 fois la hauteur de la haie. Mais à proximité directe de la haie, il y avait une petite perte. Dans l'étude qui a été faite sur, je pense, c'était 4 ans en Montérégie, là, c'était pareil. Dans le maïs, il y avait une petite perte directement au pied de la haie. Ben, pas une petite, en fait, 40% de rendement en moins au pied de la haie, mais c'était compensé par l'augmentation de rendement dans la zone protégée. Donc, au final, dans la moyenne du champ, ça n'avait pas d'impact. Puis il y a Marty et Faubert qui ont fait des études du même genre vraiment récemment. Là, c'était publié en 2024. Là, c'était dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eux, c'était au niveau de l'orge. Ben, pareillement, ils voyaient carrément une perte de rendement de 20% au pied de la haie, là, jusqu'à 2 fois la hauteur de la haie. Mais c'était compensé par une augmentation dans le reste du champ. Donc, on peut avancer.
Donc, si c'est ça qu'on vise comme bénéfice avec nos aménagements agroforestiers, on va faire une haie brise-vent. Euh, il faut voir que toutes les haies brise-vent se valent pas. Elles vont avoir des impacts différents. Puis ce qui va vraiment avoir un gros impact, c'est dans le fond la hauteur, puis la porosité, la quantité de trous dans la haie, à quel point le vent peut passer au travers. Ça va impacter la vitesse du vent quand il ressort de la haie, et ça va impacter la longueur de la surface protégée. Donc là, vous voyez sur les petits schémas qui sont en dessous, si on a une haie qui est vraiment très dense, le vent est plus capable de passer au travers. Finalement, ça va faire comme un mur. Il va monter au-dessus, il va redescendre de l'autre côté en tourbillonnant. Donc, directement au pied de la haie, on va avoir une zone très, très bien protégée. Par contre, elle va être très courte. Donc, Catherine, tu peux cliquer, je pense, j'ai une petite animation. On va avoir, ça va nous créer des bancs de neige très courts, mais très épais. Si vous avez assisté au webinaire où on parlait des productions porcines, c'était ça qu'on voulait quand on parlait des productions porcines, parce qu'on voulait trapper la neige en amont de nos bâtiments pour dégager nos allées, puis éviter les accumulations sur les toits. Quand on veut protéger un champ, évidemment, c'est pas ça qu'on veut, avoir des gros bancs de neige au pied des haies, qui font que ça sèche moins vite à un endroit du champ, puis plus vite à un autre. Ce qu'on veut, c'est protéger la plus grande surface possible. Donc là, pour avoir des bancs de neige moins épais mais plus allongés, on va viser un brise-vent semi-perméable. Mais attention, pas trop, parce que s'il est trop perméable, ben là finalement c'est comme si on n'avait rien, on ne protège plus rien. Donc on peut avancer. Donc comment on fait pour avoir ça, et pour avoir quelque chose de bénéfique dans notre contexte de grande culture? Ben on vise d'avoir des haies brise-vent, ce qu'on appelle moyennement denses. Donc c'est on pourrait dire, ah, ça nous prend tant de pourcents de porosité. Mais comme c'est quelque chose qu'on mesure pas vraiment, c'est pas commode à mesurer au champ, c'est pas la peine de s'enfarger dans des données aussi techniques. Retenons qu'on veut un brise-vent moyennement dense. Grosso modo, c'est quoi un brise-vent moyennement dense? C'est une rangée d'arbustes collés serrés, tu sais, aux 2 mètres. Ou alors, c'est une rangée d'arbres aux 3 mètres, mais avec essentiellement des feuillus. C'est essentiellement des arbres qui perdent leurs feuilles. Si on met des épinettes ou de quoi qui ont des feuilles persistantes, pas plus qu'un sur 3. C'est ça, c'est un brise-vent moyennement dense. Parce que là, vous le voyez sur la photo, hein, l'effet des épinettes, pourtant elles sont pas grosses, versus les feuillus, c'est flagrant que parce que c'est vraiment elles qui retiennent plus la neige parce qu'elles sont plus opaques. T'sais. On peut avancer. Euh, oh, pas tant. Sinon, évidemment, on peut faire un mix d'arbres et d'arbustes. Donc, à ce moment-là, ça nous permet d'espacer nos feuillus. On peut les mettre aux 4 mètres, aux 6 mètres, aux 10 mètres, puis intercaler des arbustes pour remplir. Ça, c'est une manière de rejoindre notre objectif en n'ayant pas trop d'arbres dans les jambes, puis pas trop d'arbres à tailler. Donc, on peut avancer. Donc évidemment les haies là on va les mettre préférentiellement autour du champ là plutôt qu'au milieu. Cela dit, je le mentionne quand même là si vraiment c'est important pour nous d'avoir cette haie brise-vent dans le cadre des grandes cultures c'est rarement le cas mais tu sais si par exemple on avait une production de vigne ou une production d'une culture gélive que vraiment c'est essentiel là, que notre culture ne gèle pas au point qu'on est prêt à mettre des arbres au milieu du champ s'il faut pour pas que ça arrive, ben, on peut se dire on va remettre une haie à toutes les 10 à 20 fois la hauteur de la haie, là, les fameux 10-20 H de surface protégée. Puis comme ça, on va s'assurer de protéger toute notre surface. Et puis, comme la surface protégée dépend de la hauteur de la haie, ben, si on a une haie qui est très haute avec des grands arbres, ben, on va pouvoir en mettre une, par exemple, si on veut protéger 300 mètres, on va pouvoir en mettre une haie à toutes les, au bord du champ, une haie de 20 mètres de haut, mais on pourrait obtenir le même effet avec 3 ou 4 petites haies arbustives. Il suffit de les répéter. On peut avancer. À quoi faire attention pour pas que ça se revire contre nous puis qu'on ait plus d'inconvénients au lieu d'avoir les avantages qu'on visait? Euh, déjà remplacer les plants morts. Ça, c'est l'essentiel parce que tu sais, si on se fait une haie brise-vent, c'est qu'a priori, on a du vent dont on veut se protéger. Fait que là, si on fait un beau brise-vent qui ralentit le vent, puis comme à quelques endroits, on a des mortalités qu'on les remplace pas, ben là, on vient de faire un goulot. Fait que là, le vent s'engouffre là-dedans, ça fait un couloir, puis là, de l'autre bord, c'est l'effet inverse que ce qu'on visait. Donc, c'est super important de remplacer les arbres morts.
Et puis après ça, pour éviter notre fameuse accumulation de bancs de neige au pied de la haie, ben là, c'est vraiment d'éviter qu'elle soit trop dense. Puis en fait, c'est souvent ça le problème, c'est que à l'époque qu'on a commencé les brise-vents, ils ont une trentaine, 40 ans même, des fois, là, pour les plus vieux, on avait tendance à les planter comme vraiment plus serrés. Fait qu'aujourd'hui, les haies brise-vent maturent plus souvent qu'autrement, elles sont rendues trop denses, en fait, par rapport à nos besoins. Puis ça accumule de la neige au pied. Puis en plus, ça augmente le risque de gel aussi dans cette zone très calme. Donc, dans le fond, si c'est sur une haie qui existe déjà, ben là, la manière de gérer ça, c'est vraiment d'aller faire un élagage des branches du bas, voire de retirer une certaine partie des arbres. Puis là, vous le voyez un petit peu sur le graphique qui est apparu. La courbe, en fait, les courbes représentent l'amoncellement de neige par rapport à la distance de la haie. Fait que là, vous voyez, on voit clairement notre banc de neige amoncelé au pied de la haie avec la ligne continue. Puis la ligne en pointillé, c'est la répartition du banc de neige une fois qu'on a fait une éclaircie dans la haie. Fait que vous voyez automatiquement, on peut récupérer notre bon étalage de la neige en intervenant, même sur une haie qui existe déjà puis qui aurait été conçue un peu trop dense. Donc on peut avancer. L'autre chose aussi, ben, c'est pas tant une précaution à prendre qu'une nuance à apporter, c'est que c'est sûr qu'au pied de la haie, on se le cachera pas, là, on est à l'ombre. C'est clair, les arbres vont toujours faire de l'ombre, c'est pas évitable, puis c'est pas forcément souhaitable de l'éviter. Donc, effectivement, au pied de la haie, va y avoir une baisse de rendement. Comment ça, on peut pas l'éviter, mais on peut le minimiser. Comment qu'on peut minimiser ça? Ben, en mettant autant que possible les haies le long d'un chemin de ferme, le long d'un fossé, le long d'un cours d'eau. Essayer que ça tombe pas direct sur le champ. Et puis, encore une fois, en faisant de l'entretien, en faisant de l'élagage. Je pense que j'ai une petite animation. Ah, ok. Ben oui, non, mais c'est bon, allons-y. Donc, l'élagage, ça peut vraiment changer à quel point nos objectifs de protection de la parcelle vont être atteints, puis à quel point on va avoir du plaisir à cohabiter avec les haies dans le temps, une fois qu'elles commencent à être grandes. C'est vraiment important. Après ça, quand même amener la petite nuance que c'est oui, il y a une baisse de rendement en bordure à cause de la haie, on s'entend que généralement, il y a quand même une baisse de rendement en bordure, peu importe qu'il y ait une haie ou pas. Là. On a rarement 100% de notre potentiel de rendement sur un bord de champ. Là. Veut pas, c'est là qu'on circule, on pilote plus. Normalement, si on met pas la rampe d'arroseuse au-dessus du fossé quand on fait les traitements, normalement, le contrôle des mauvaises herbes est un peu moins bon sur les bords de champ. Donc, c'est quand on avait fait l'exercice, en fait, parce on avait développé un petit outil justement de calcul de l'impact économique des bandes riveraines il y a quelques années. Puis on avait fait l'exercice dans le cadre d'un petit dossier qui était paru dans le bulletin des agriculteurs à l'époque, de se dire, bon, là on parlait même pas d'arbres, on parlait juste de dire de bandes riveraines, juste un mètre de bande riveraine autour d'un champ. On avait utilisé les coûts de production de Montérégie de 2018. Je les ai pas actualisés, c'est sûr qu'ils sont plus bons, mais tu sais, ça donne quand même encore une idée au niveau du calcul. À l'époque, le prix de vente du maïs était de 213 dollars la tonne. On peut afficher le petit tableau. On s'était demandé, tu sais, à quel point, c'est quoi l'impact, c'est réel d'arrêter de cultiver cette bande-là pour y mettre, là, dans le contexte, une bande riveraine. On se disait, ben, tu sais, c'est sûr que dans notre exemple, le rendement, mettons, moyen du champ, enfin, le rendement maximum du champ, plutôt au milieu, c'était 11,7 tonnes à l'hectare. Si on arrêtait de cultiver une bande d'un mètre tout autour, ben là, on perdait des rendements, évidemment. Enfin, on perdait des revenus de récolte de maïs. On perdait 514 dollars. Mais on avait des dépenses en moins parce qu'en même temps, ça vient avec des charges, cultiver du maïs. Donc là, on économisait 248 dollars de dépenses liées à la culture du maïs. Au final, ça nous faisait une perte de 266 dollars. En même temps, est-ce que ça se peut qu'on ne faisait pas vraiment 11,7 tonnes à l'hectare de rendement sur le bord du champ, là? Peut-être que finalement, c'était comme 10%, voire peut-être même 20% de moins. Peut-être qu'on avait juste 9,4 tonnes. Fait que si on se dit que déjà notre rendement était juste de 9,4 tonnes sur le bord du champ, ben là, au final, notre coût net, il est plus de 266, il est de 164. C'est un petit peu plus honnête, là, comme évaluation. On peut avancer. Donc finalement, ça représentait une perte qui allait de 0,8 à 1,3%
des revenus du champ. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Est-ce que c'est acceptable ou pas au vu des bénéfices qu'on en retire? Ça, c'est à chacun de décider. Mais là, au moins, on parle de chiffres un petit peu plus réalistes. Après, vous allez me dire, oui, mais en même temps, il y a toujours un bord. Même si tu mets une haie brise-vent puis que tu te décales, ben là, ton effet bordure, il existe encore, il est juste plus loin du fossé. Oui. Cela dit, si au début on avait de l'érosion avec une perte de sol chaque année en bord de fossé ou en bord de cours d'eau, comme vous le voyez sur les photos, ben là, d'avoir mis notre haie brise-vent, on l'a plus, ce problème d'érosion. Fait que là, à ce moment-là, on vient comme vraiment stabiliser puis sécuriser notre surface productive. Puis là, au moins, elle bougera plus. Puis j'ai fait exprès de mettre ces photos-là parce que souvent, on pense que l'érosion en bord de cours d'eau, c'est quand il y a des grandes pentes, que c'est abrupt, etc. Là, c'est pour vous montrer, c'est vraiment des champs, tout ce qui est plus plat. C'est même pas des cours d'eau, c'est des fossés. Ça se peut de l'érosion de bord de fossé dans des champs plats en Montérégie. Fait qu'il y a toujours quand même ce bénéfice-là. Là. On peut avancer. Au niveau de... Alors évidemment, là, je peux pas ne pas parler des drains souterrains parce qu'il y a toujours cette crainte, d'ailleurs très justifiée, de se dire oui, mais là, la plupart des champs, en tout cas dans la région de la Montérégie, sont quand même drainés souterrainement. Est-ce que les racines risquent pas de rentrer dans les drains? Là, on le remerciera jamais assez. Il y a Pierre-Manuel Plante ça remonte déjà à 2012, s'était donné le défi de faire son projet de maîtrise sur ce sujet-là et qui avait, sur plusieurs sites de haies déjà grandes au Québec, était allé faire des tranchées et était allé compter carrément dans les tranchées le nombre de racines plus ou moins grosses, plus ou moins fines, et était allé identifier des racines pour différentes espèces qu'on pouvait trouver dans la haie. Les espèces auxquelles il s'était intéressé, c'était l'épinette, le peuplier, le saule. Pourquoi? Parce qu'on est un peu dans cette idée-là que le saule et le peuplier, c'est ce qui se fait de pire en termes d'envahissement racinaire, alors que l'épinette, on a un peu cette idée que c'est ce qui se fait de plus sécuritaire. Donc là, le tableau que je vous montre, son rapport est plein de tableaux. Je vous ai sorti celui-là. C'est celui sur les racines à 6 mètres de la haie, parce que là, vous voyez sur la photo, il y avait fait une tranchée au pied de la haie à 6 mètres et à 9 mètres à chaque fois. Là, on voit qu'à 6 mètres, sur les 3 sites qui sont documentés ici, les épinettes, que ce soit en sol lourd ou en sol léger, ben en fait, en sol léger surtout, il n'y avait plus rien, quasiment là, à 6 mètres. Les peupliers, c'était vraiment ceux pour lesquels il en trouvait le plus. C'est vrai qu'il y en avait quand même encore un peu à 6 mètres. J'ai une petite animation qu'on peut afficher. En gros, là, je vous fais un gros résumé de toutes les centaines d'heures de comptage de racines de Pierre Manuel. Euh, le résumé, c'est que l'immense majorité des racines, elles descendaient pas tant. Elles étaient vraiment dans les 30 premiers centimètres. Et que quand on était rendu à 9 mètres de la haie, il y en avait quasiment plus. Peu importe que ce soit les saules, les épinettes ou les peupliers. Donc, la petite règle de sécurité qu'on s'est sortie de ça au Québec, puis c'est celle que vous allez retrouver dans le guide d'agroforesterie du CRAC, là, qui a été publié il y a 2 ans, je pense, maintenant. On se dit, bon, si on se met à au moins 15 mètres d'un collecteur perforé, on est vraiment ultra sécuritaire par rapport à l'envahissement des racines. Bon, là, parce que je dis ça, il y a quelqu'un qui va lever la main puis qui va dire, moi, je suis à 20 mètres, puis j'ai déjà eu un drain bouché. Ça se peut, il y a toujours des exceptions, mais tu sais, il y a du soya aussi qui bouche les drains, je veux dire, tout se peut. Mais grosso modo, c'est quand même vraiment très sécuritaire comme règle du pouce. Là. Bon, donc j'ai passé beaucoup de temps sur l'effet brise-vent parce que c'est vraiment le principal, mais on va, dans la prochaine demi-heure, passer à travers tous les autres bénéfices potentiels. La réduction du stress hydrique, c'est quelque chose dont on parlait moins. Puis là, on dirait que les changements climatiques, tout ça, on commence à se dire que si ça peut faire ça, ça serait quand même drôlement intéressant. Le principe, en fait, c'est que dans la zone qui est protégée par le vent, ben, c'est moins séchant, c'est moins desséchant, on l'a dit, on garde plus d'humidité. Alors, en fait, ça a même été chiffré. On parle d'une humidité à la surface du sol qui peut être plus élevée de 2 à 4 quand il y a des arbres dans la parcelle. Donc, on peut avancer. Les bénéfices reliés à ça, ben, étant donné que l'humidité du sol reste un peu plus élevée, il y a moins de pertes par évapotranspiration.
Les plantes vont avoir une utilisation plus efficace de l'eau et ça va nous donner une meilleure résistance au stress hydrique. Et ça va arriver un peu importe où sont les arbres, la présence d'arbres globalement sur les parcelles et dans le paysage agricole amène ça. Donc, on peut aller à la diapo suivante. Euh, Dans le fond, au niveau, si c'est vraiment ça l'objectif principal qu'on recherche, au niveau des types d'aménagement, tout ce dont on a parlé là depuis les 20 dernières minutes reste vrai. Les haies brise-vent moyennement denses autour des parcelles amènent cet effet-là. Euh, Ce que j'ajoute en plus, dont j'avais pas parlé encore, c'est que les arbres qu'on va mettre à l'intérieur des parcelles, que ce soit des arbres isolés ou que ce soit des arbres disposés en alignement, dans ce qu'on appelle les systèmes intercalaires agroforestiers, ils vont aussi amener cet effet-là sur l'augmentation de l'humidité à la surface du sol. Donc là, en termes de données, bon, données économiques, on n'en a pas beaucoup, mais grosso modo, je sais, puis on voit là, les études sont vraiment plus récentes. Là, on voit que c'est quelque chose c'est plus récent qu'on essaye de documenter ça dans une perspective de changement climatique. Donc, David Rivet, là, qui est un de nos chercheurs spécialisés en agroforesterie au Québec, a publié une étude en 2020. Là, c'est intéressant parce que ça a été fait dans un système intercalaire. C'est pas celui qui est sur la photo, là, c'est celui qui était sur la diapo d'avant. L'aménagement, il a 7 ans, puis c'est des feuillus nobles, puis des peupliers. On parle de 50 arbres à l'hectare, fait que c'est vraiment pas très dense. Là, on est à Baie-du-Fèvre, là, au centre du Québec, pour cet aménagement-là. Lui, ce qu'il a vu, c'est qu'au niveau de la compétition pour l'eau entre les arbres et la culture du soya, pas de compétition avérée avec tous leurs capteurs, etc. Même en situation de sécheresse simulée, là, pour pas avoir à attendre les conditions météo, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un dispositif d'exclusion de pluie, donc ils simulent une sécheresse. Même dans ces dispositifs-là, il n'y avait pas de compétition pour l'eau entre les arbres, entre nos feuillus et nos peupliers et notre culture de soya. Au niveau du rendement dans l'ensemble du champ, malgré l'ombrage des arbres, pas d'impact sur le rendement moyen. Fait que, comme je vous disais tout à l'heure, probablement que, ben en fait, c'est même clair, directement sous l'arbre, ça devait être un peu moins, puis un peu plus loin, ça devait être un peu plus. Mais le rendement moyen dans l'ensemble du champ, il n'était pas affecté. Le seul moment où ça l'a affecté le rendement, c'était l'année 2018. Et en fait, là, il y a eu une augmentation du rendement dans le soya. L'hypothèse qui est faite, c'est que comme en 2018, il y a eu un printemps puis un été particulièrement sec, ben là, ça a dû être particulièrement intéressant d'avoir une humidité plus élevée grâce aux arbres, puis le soya en aurait bénéficié. Ensuite, en 2019, là, il y avait une étude qui avait été publiée. Ah non, je n'ai pas tout à fait fini. Qui avait été publiée par Carrier. Là, ça a été fait dans 8 aménagements différents répartis en Montérégie puis centre du Québec. Les aménagements étaient plutôt plus jeunes. Ils avaient entre 3 et 7 ans. Donc, c'est sûr, c'est jeune. Mais à date, aucun impact constaté sur le rendement moyen, ni du maïs, du soya, du blé, ou il y avait aussi des cultures fourragères. Donc, pas d'augmentation, mais pas de perte non plus à date avec ces aménagements-là. Je suis prête à continuer. Autre bénéfice que j'ai mentionné en début de présentation, c'était la participation à la lutte contre les ravageurs de culture. Ça, c'est vraiment un bénéfice, je pense, comme sous-estimé. Je me suis rendu compte que ça... Ben, je le savais là, mais en creusant vraiment la littérature, je me suis rendu compte que ça pouvait être vraiment important, l'effet de la présence d'arbres là-dessus, parce que dans le fond, la présence d'arbres va pouvoir augmenter la présence d'ennemis naturels, des ravageurs, à travers plein d'effets. Donc, le premier effet, c'est que bah, déjà, c'est des sources d'alimentation. Tout ce qui est arbres, arbustes, et puis des fois le couvre-sol qu'on va mettre au pied vont produire du pollen. Et en fait, on a quand même pas mal d'ennemis naturels des cultures qui sont carnivores, c'est qui vont manger des ravageurs de culture. Euh, mais il y en a, donc par exemple, là, je vous donne l'exemple des chrysopes vertes et puis de pas mal de coccinelles. En saison de culture, ils vont manger des pucerons, des tripes, des tétraniques. Donc, tu sais, c'est super intéressant au niveau de la protection des cultures. Mais quand il y en a plus, ils sont capables de manger du pollen.
notamment la coccinelle maculée, c'est elle qui est sur la petite image en bas. Elle, c'est à peu près 50% de son alimentation qui est constituée de pollen. Et elle est capable, si jamais il y en a plus, des ravageurs de culture, elle est capable de faire tout son cycle de vie complet juste en mangeant du pollen. Tu sais, elle est vraiment comme opportuniste. Donc, d'avoir une source d'alimentation dans les haies qui permet de la nourrir, ben, ça permet de garder vivant cet insecte-là bénéfique tant et aussi longtemps qu'on en a besoin. Et puis le jour où il y a des ravageurs à manger, ben là, comme c'est ça qu'elle préfère, elle va aller les manger. Fait que c'est, on se la garde au cas où. On peut avancer. Après ça, c'est aussi des refuges, c'est aussi des abris, c'est des refuges pour l'hibernation, c'est notamment très favorable encore aux coccinelles, et c'est aussi des couloirs de déplacement. Là, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs ennemis naturels de ravageurs, notamment les carabes et les staphylins. C'est les deux autres là, qui sont sur les photos en bas. Eux, c'est vraiment des prédateurs généralistes là, qui vont consommer toutes sortes d'ennemis des cultures. En fait, eux, ils volent pas, ils marchent. Et que, tu sais, ils marchent beaucoup pour leur taille, mais ils font quand même pas tellement plus que 90 mètres par jour. Là. Ils marchent pas très loin. Ils ont une capacité... Puis, il y a aussi les guêpes parasitoïdes, je vais y revenir, qui ont une capacité de vol assez réduite, fait que eux, ben, plus qu'on a des petits refuges répartis partout, puis accessibles pour aller au champ, plus qu'ils vont être capables d'inonder les champs, puis de venir manger nos ravageurs. On peut aller à la diapo suivante. Et en plus, donc ça c'est vrai du moment qu'il y a des arbres, peu importe où ils sont, lesquels c'est, comment c'est, etc. Et en plus, si nos arbres ils sont disposés sous forme de haies brise-vent, comme on a parlé avant, ben là, le fait qu'on ait une zone protégée du vent, ça fait un petit microclimat qui est vraiment favorable pour les guêpes parasitoïdes. Fait que là, les guêpes parasitoïdes, ceux qui sont pas trop familiers avec ça, c'est un ennemi naturel de ravageurs. C'est les deux petites images que je vous ai mis en bas. Là. Dans le fond, la guêpe parasitoïde va venir pondre ses œufs dans, exemple, un puceron. Là, les œufs vont se développer à l'intérieur, c'est aliens, ils vont se développer à l'intérieur du puceron en consommant l'intérieur du puceron. Et puis après ça, quand la larve va être prête à éclore, ben là, elle va comme percer le corps du puceron, puis elle va sortir de là, puis s'épanouir. Fait qu'on le voit quand les pucerons ils sont infectés, ils deviennent tout noirs. On appelle ça des momies noires. Donc, ces petites guêpes-là, elles sont super utiles par rapport à ça. Et puis, comme elles sont toutes légères, puis qu'elles volent pas très loin, ben, si on a une zone de calme, ben, ça évite qu'elles soient évacuées de la parcelle par le vent. Tu sais. Donc, c'est intéressant pour le champ. Et puis, en plus, comme il y a pas mal de ravageurs qui sont dispersés grâce au vent, ben là, ça évite aussi d'inonder. Tu sais, en fin de compte, on garde nos effets bénéfiques dans notre parcelle au lieu que tout ça se promène avec le vent. Et puis, il y a aussi l'effet auquel on pense moins. Mais si on a des plantes qui sont protégées de l'abrasion par les particules de sol du fait qu'on a moins de vent, bah, ça fait aussi moins de blessures, donc moins de portes d'entrée pour les agents pathogènes. Fait que même au niveau du développement des maladies, ça peut avoir un impact. On peut avancer. Alors évidemment, il y en a peut-être qui y ont déjà pensé. Quand je vous dis ah c'est le fun, il y a une zone plus calme, c'est plus humide, etc. Vous allez dire ben oui, c'est bon, tu sais, t'as moins de portes d'entrée, etc. Mais en même temps, tu sais, protégé puis humide, c'est quand même super favorable au développement des maladies fongiques. Ben oui, aussi. C'est fait que là, la haie brise-vent, ça réduit ton risque que les spores elles se propagent, mais en même temps, si tu en as quand même puis qu'elles infectent, ben là, les conditions sont parfaites pour qu'elles se développent. Fait que c'est vivant, c'est complexe, il y a du pour et du contre. Donc, il y a eu des études qui ont été faites un peu sur l'impact comme ça du paysage puis des haies sur les ravageurs des cultures. Alors, c'est là, si on essaye de caractériser culture par culture, bon, ben, pour le soya, ce qui a vraiment le plus d'impact, c'est d'avoir une diversité dans le paysage et dans les cultures. Ça réduit vraiment les pucerons. Pour le maïs, c'est pas tant la diversité, c'est vraiment le fait que les champs soient plus petits. C'est ça qui va avoir le plus d'impact. Pour le canola, c'est encore un petit peu différent, des champs plus petits et puis une présence de prairies, moins de charançon, de la silique. C'est à un moment donné, là, c'est un peu dur de tout caractériser. Au global, ce que disent les auteurs qui travaillent sur le sujet, c'est que grosso modo, plus le paysage est complexe, meilleure est la gestion des ennemis des cultures. Fait que, tu sais, oui, ça l'entraîne des choses défavorables, mais ça l'entraîne aussi des choses favorables. Puis, overall,
plus c'est complexe, plus c'est bénéfique. Et c'est vraiment la diversité des types d'habitats qui a le plus d'impact. Oh, oui, c'est bon, tu peux avancer, Catherine. Dans le sens que tu sais, des fois, on pourrait se dire, ah, je vais faire un aménagement à 3 étages avec 12 espèces parce que ça va être tellement mieux pour la biodiversité, etc. Puis oui, c'est vrai, c'est super bon. Mais en fait, ce qui est bon, c'est de faire un aménagement à 3 étages puis à 12 espèces. Puis peut-être qu'à côté, un étage, puis 4 espèces, puis un peu plus loin, juste une bande enherbée, pas d'arbres, parce qu'il y en a, ils n'utilisent pas les arbres. Tu sais, il y a certains ennemis naturels des ravageurs, ils vont vraiment nicher au sol, puis eux, il leur faut des tas de sable, ou il leur faut des cailloux, ou tu sais, fait que il n'y a pas comme un aménagement que genre, mets celui-là partout, ça va être le best. Non, l'idéal, c'est d'avoir une diversité. Et by the way, la diversité des cultures, ça compte, hein. La rotation, etc. Tu sais, moins de monoculture, ça compte aussi dans tous ces bénéfices-là, hein. Donc là, évidemment, ben là c'est le fun parce que tu sais, tous les moyens sont bons. Là, tu peux le mettre, ça peut être les haies autour des parcelles, ça peut être les bandes riveraines, ça peut être les pointes de champs moins productives, ça peut être des coulées, des zones mal drainées. Là, tu sais, l'exemple qu'on voit, je crois que c'était à Mont-Saint-Grégoire, en Montérégie. C'est le champ, il était en pointe au bout. Le producteur, il s'est dit, ah, tu sais, pour ce que j'ai comme rendement dans la pointe, aussi bien je le coupe droit, puis je plante de quoi dans la pointe. Il perd pas grand-chose, puis l'effet, tu sais, il est vraiment tout là. Donc ça, c'est vraiment une bonne manière de valoriser des petits recoins, là. On peut avancer. Ouais. Oui, donc c'est ça. Donc les études disent que grosso modo, tu sais, si on essayait d'avoir un quelque chose à toutes les 2 à 400 mètres, là, ce serait vraiment de best là, en termes de lutte contre de gestion des ravageurs. Et qu'on peut avancer. Au niveau d'améliorer la pollinisation des cultures, bon, là, le principe, encore une fois, c'est le principe de la source d'alimentation. Là, dans le fond, il y a quand même plein d'espèces qu'on peut mettre notamment dans des haies brise-vent qui peuvent être très intéressants en termes de sources de pollen et de nectar, notamment plusieurs feuillus comme les érables, tu sais, qu'on aime bien avoir dans nos aménagements. Super intéressant pour ça. Euh, Puis là aussi, des fois, le couvre-sol qui est au pied de l'arbre a son rôle à jouer parce que là, il permet de venir mettre des espèces, tu sais, genre tout simplement la verge d'or, là, elle va pouvoir permettre de faire la jonction, tu sais, en fin de saison quand il reste plus grand-chose d'autre. Ça peut être des périodes critiques pour certains pollinisateurs, notamment les bourgeons, pas les bourgeons, les bourdons indigènes, là. Euh, donc, euh, donc là, c'est intéressant pour ça. Ça va aussi jouer le rôle de refuge, comme on parlait tout à l'heure, pour les ennemis naturels des ravageurs. Et sachant que là, tu sais, ils ont un peu tous leurs préférences. Il y en a certains, ils vont nicher au sol, comme je disais. Il y en a d'autres, ben là, c'est dans les petites tiges creuses. Fait que là, les tiges creuses, c'est le sureau, le framboisier. Bon, l'érable à giguère, on l'aime moins, mais tu sais, dites-vous qui sert au moins à ça. On peut avancer. Plantez-le pas exprès, hein, cela dit, hein, j'ai pas dit de planter de l'érable à giguère, hein. Ça va aussi avoir l'effet de couloir de déplacement. Comme on disait tout à l'heure, c'est intéressant notamment pour les abeilles indigènes, parce que tu sais, les abeilles domestiques, on dit souvent les abeilles, c'est ça va se nourrir quand même loin, ça va jusqu'à 3 km et plus de la ruche. Les abeilles indigènes, là, au Québec, c'est entre 30 à 450 mètres. Elles sont comme vraiment plus locales dans leur territoire. Donc, ça favorise beaucoup les abeilles indigènes, c'est d'avoir des aménagements comme ça autour des champs. On peut avancer. Euh, et puis, alors, les bénéfices, c'est sûr que, tu sais, quand on parle de grande culture, alors oui, j'espère, ça améliore la pollinisation. Ben, le maïs, il est autopollinisé, le soya, c'est par le vent, tu sais, les céréales aussi. Donc, bon, c'est sûr que c'est pas des fruits et légumes, là. C'est pas les cultures qui en bénéficient le plus. Cela dit, c'est intéressant quand même pour les oléagineux. Donc, les oléagineux, là, on parle notamment tournesol, canola. Euh, Malgré qu'elle soit autopollinisée, ça va quand même améliorer la mise à fruit si en plus il y a des pollinisateurs, des insectes pollinisateurs qui s'en mêlent. On peut aller à la diapo suivante. Donc là, il a fallu que je me revire vers des études en France puis aux États-Unis. J'en ai trouvé une en France qui était intéressante. Puis en plus, là, ça concernait vraiment, c'était très large. Ça incluait 164 champs de tournesol qui ont été suivis pendant 4 ans. Puis là, ce qu'ils ont vu, c'est que dans les champs où ils avaient trouvé le plus de pollinisateurs, en fait, ils ont comme un peu compté, si on veut, là, les pollinisateurs dans tous ces champs-là. Puis
les champs où il y en avait le plus par rapport à ceux où il y en avait le moins, ben, on avait 40% de rendement en plus dans le tournesol. Ils ont fait pareil pour le colza. Puis les champs où il y avait le plus de pollinisateurs par rapport à ceux où il y en avait le moins, on avait 30% de rendement en plus. Puis, si la diversité des abeilles passait de 1 à 10, ben là, c'était même 37,5% de rendement en plus. C'était vraiment la diversité comptait plus que l'abondance, encore une fois. Là. Donc, il n'y avait pas d'histoire de haies puis tout ça là, dans leurs études, mais c'est juste pour montrer que le fait d'avoir plus de pollinisateurs, ça a un vrai impact sur le rendement du tournesol et du canola. Donc, comme on sait que les haies augmentent les pollinisateurs, logiquement, les haies pourraient permettre de telles augmentations. Ils ont essayé de le quantifier directement en comparant des champs avec haies puis sans haies dans une étude en Californie. C'est vraiment pas évident parce que tu sais le paysage, c'est pas un laboratoire ou une serre là, ça se contrôle pas bien là. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que pendant 2 ans, ils ont suivi des champs avec des haies versus sans haies. Puis c'était une rotation tomate-canola. Puis là, ce qu'ils ont évalué, c'est qu'ils ont effectivement constaté qu'il y avait plus de pollinisateurs dans les champs où il y avait des haies. Puis ils estiment que le gain de rendement associé à la présence de ces pollinisateurs, ça représentait 21% d'augmentation de rendement dans le canola. Donc c'est vraiment, mais il y en a très très peu là des études qui quantifient ça là. C'est vraiment dur à quantifier. On peut avancer. Donc, ben, encore une fois, oh, le titre est pas bon, là, mais on parle bien de pollinisation des cultures. Donc, encore une fois, plus qu'on a de diversité, mieux c'est. Et puis là, je vous ai mis quelques exemples d'espèces particulièrement productrices de pollen et de nectar que vous pouvez retrouver dans la super belle fiche qui a été produite par le CERFO et le CETAB dans les dernières années. On peut aller à la suivante. Donc là, on arrive un petit peu, je pense qu'il doit m'en rester 2. Autre bénéfice dont on parle peut-être des fois un petit peu moins, c'est que qui dit moins de vent dit moins de dérives. Hein. Donc des fois, qu'est-ce qui peut arriver par dérive? Des pesticides, mais aussi des OGM. Si on est en bio, c'est pas souhaitable. Donc là, le principe, étant donné qu'il y a des zones de calme protégées du vent, les haies brise-vent peuvent réduire la dispersion des gouttelettes de produits ou du pollen transporté par le vent. Et en plus, en saison de culture, le feuillage peut intercepter directement ces produits-là, enfin ces gouttelettes finalement, ou ces pollens. Donc c'est une double action. Si on est en régie conventionnelle, les bénéfices qui en ressortent, c'est que on a moins de risques de perte due à une dérive d'herbicide parce que ça arrive des dérives d'un champ à l'autre, puis qu'on est appliqué dans un champ un herbicide, que la culture du champ voisin, elle est sensible, puis là, oups, on a endommagé une petite partie du champ voisin parce qu'il y a eu un mouvement de vent qu'on ne s'attendait pas, tu sais, même si on a appliqué dans des bonnes conditions. Le fait que ce soit plus calme dans la parcelle, ça, on en parle moins, mais tu sais, c'est quand même un avantage qui peut être intéressant, c'est qu'on va aussi avoir une meilleure uniformité de la pulvérisation. Donc, c'est pas ça qui change tout, hein, évidemment. Évidemment que le choix des buses est bien plus, a un effet bien plus important que la haie brise-vent au bord du champ. Mais quand même, ça vient rajouter un petit avantage supplémentaire pour contribuer à réduire les foyers qui seraient comme échappés, puis qui pourraient être des points de réinfection du champ après un traitement. Et puis aussi le fait que ce soit plus tranquille, ça augmente le nombre de jours où les conditions sont bonnes pour arroser, parce que tu sais, évidemment, on ne peut pas arroser quand il y a trop de vent. Mais là, tu attends moins longtemps que le vent retombe quand tu es à l'abri d'une haie brise-vent. Fait que ça augmente ta fenêtre. On peut avancer. Si on est en régie biologique, le fait qu'on se protège de la contamination OGM avec une haie brise-vent, on va réduire le risque de perte qu'on pourrait avoir à cause d'une contamination. Donc là, le gain direct, c'est qu'on réduit la perte de rendement, évidemment, une culture bio dans laquelle il y aurait, pas tant la perte de rendement, mais la perte de déclassement. Là, si elle est contaminée, évidemment, il peut y avoir des fois déclassement d'une partie de la récolte.
Et puis, si ça arrive, bah, ça vient avec des coûts d'analyse, une complexité d'entreposage, il faut le gérer à côté, etc. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter. Euh, Au niveau du maïs, hein, parce que c'est ça le plus difficile hein, à gérer là, en termes de contamination dans le bio, il y a une étude qui a été faite là, par le CETAB il y a quelques années où il montrait qu'avec des haies de saules arbustifs autour des champs de maïs bio, la contamination en maïs OGM était vraiment réduite jusqu'à 42 mètres dans le champ. Donc, ça a un vrai effet. Cela dit, là, parce que je suis vraiment honnête et transparente, je veux vous dire que si c'est ça l'objectif principal, de mettre des rangées de maïs en silage au bord du champ, c'était plus efficace que de mettre des haies de saule. Euh, Probablement parce que le maïs, il contribue en fait à inonder le champ avec son propre pollen. Tu sais. Euh, et sinon, un avantage qui est en fait qui est bien connu des producteurs bio, là, c'est que comme on est obligé d'avoir, enfin comme la norme de production biologique impose d'avoir des zones tampons autour des champs bio qui doit avoir 8 mètres de large, euh, le fait de mettre une haie brise-vent, c'est prévu par la norme. À ce moment-là, on peut réduire la largeur de notre bande. Ça remplace notre bande de 8 mètres. Fait que si tu mets une haie brise-vent dont l'emprise est de 3 mètres, ben là, tu viens de gagner 5 mètres de large que tu peux cultiver une culture que tu vas vendre au prix du bio. Fait que là, ta haie brise-vent est vraiment vite payée. Là. On peut avancer. Donc là, dans le fond, je passe pas en détail à travers la composition. Vous pourrez retrouver tout ça dans le cahier de référence. Mais en gros, le principe, c'est de faire une haie brisement comme on a parlé depuis le début. La différence, c'est que dans ce cadre-là, ça va être vraiment intéressant d'avoir des arbres à feuilles persistantes. Donc, s'il y a juste une rangée, ben, à ce moment-là, de mettre que ça, ou au moins la moitié. Puis, s'il y a deux rangs, ben, de mettre un des deux rangs qu'il y ait une bonne proportion d'arbres à feuilles persistantes parce que ça va comme, contribuer à intercepter le pollen ou les gouttelettes. Et puis, c'est important que l'écran, il ait au moins une fois et demie à deux fois la hauteur de la culture pour être capable de la protéger. Donc, si notre culture est pas très haute, comme c'est le cas en grande culture, ça n'a pas besoin d'être hyper grand. Puis, une haie arbustive, c'est des arbustes, même s'ils perdent leurs feuilles l'hiver, ça reste quand même un petit entrelac de rameaux, tu sais, qui est beaucoup plus dense que des feuilles nobles. Une haie arbustive peut tout à fait faire le travail par rapport à cet objectif-là. On peut avancer. Les précautions à prendre sont un peu les mêmes qu'avec la haie brise-vent que j'ai mentionné au début. La petite nuance que j'apporte par rapport à ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il faut faire attention que la haie soit pas trop dense, mais faut aussi faire attention qu'elle soit pas trop poreuse parce que là, sinon, évidemment, on n'a pas d'effet, on n'intercepte pas nos gouttelettes. Dernier avantage qu'on entend quand même souvent, puis que là, on se questionne à quel point c'est vrai, puis qu'on peut compter dessus, c'est la production de bois. Donc, déjà, pour démystifier un petit peu de quoi on parle quand on dit faire de l'argent avec du bois en agroforesterie, les trois plus grands marchés là, pour le bois forestier au Québec, on parle du déroulage, du sciage, puis de la trituration. La trituration, c'est les pâtes et papiers. Le déroulage, c'est qu'on a des billes qui sont vraiment déroulées en couches très minces qu'on va utiliser pour faire notamment du plaquage, notamment sur des meubles. Donc là, c'est vraiment généralement plutôt les feuillus, voire les peupliers ou certains résineux, mais c'est plutôt des feuillus. Au niveau du sciage, là, c'est pour la production de planches qu'on va utiliser en construction ou en menuiserie. Ça va être plutôt le bois de résineux pour la construction, plutôt le bois de feuillu pour les planchers, mobiliers. Et puis les pâtes et papiers, ben, toutes les billes qui sont pas d'assez bonne qualité pour permettre ça, dans le fond, on va pouvoir les déchiqueter, les transformer en copeaux, en granules, etc. Et là, ça va pouvoir faire effectivement des pâtes et papiers, mais aussi des panneaux de particules ou des granules utilisables pour le chauffage à la biomasse. En agroforesterie au Québec, actuellement, c'est André Vézina qui me l'a dit. Si André le dit, je le crois. Il n'y a pas, à sa connaissance, de bois issu d'aménagement agroforestier qui a été utilisé pour du déroulage au Québec. Il y en a quelques-uns, quelques exemples d'utilisation pour du sciage. Pour des pâtes et papiers, c'est pas qu'on pourrait pas, là, n'importe quel bois peut aller aux pâtes et papiers.
Mais c'est que les volumes qu'on a dans une haie agroforestière sont rarement assez importantes pour justifier qu'on paye du transport pour ça. C'est comme c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup, ça te coûterait quasiment plus cher le récolter puis le transporter. Donc ça vaut comme pas la peine pour ce revenu-là. J'ai une petite animation. Donc, le revenu qui est peut-être le plus accessible puis le plus réaliste finalement, c'est le bois de chauffage, qui est quand même pas à négliger. Tu sais, on peut l'utiliser en autoconsommation ou pour la vente. Et puis, j'ai encore une petite animation. Et puis sinon, c'est un petit peu plus anecdotique, mais ça se peut, ça existe, ça c'est déjà fait. Des bois irréguliers avec des formes un peu bizarres, ça peut être valorisé en ébénisterie, tu sais, pour des pièces d'art, de la sculpture artisanale. Ou sinon, bah, tu sais, on peut toujours bien produire des copeaux. Puis des copeaux, bah, certains peuvent y trouver un usage. Ça peut faire du paillis, ça peut faire de la litière, ça peut être un substrat de culture pour faire des champignons, ça peut être du bois de fumage. Fait que ça, c'est tout le temps vrai, là. On peut avancer. Les arbres agroforestiers, ils ont quand même des particularités, tu sais, qui font que produire du bois avec, c'est pas si évident que ça. C'est que, ben, comme ils sont là, tu sais, ils ont beaucoup de place autour d'eux. Oui, ils ont pas trop de compétition pour la lumière, donc ils poussent vite en hauteur et en largeur, même plus vite que dans les plantations forestières, selon certaines sources françaises, cela dit. Euh, mais par contre, ils développent beaucoup de branches. Donc, c'est pas forcément évident d'avoir notre belle bille régulière pour du sciage ou encore plus du déroulage. Euh, je note qu'il y a vraiment un manque de données là-dessus au Québec. Puis là, vous allez voir, à partir de maintenant, quasiment toutes les sources puis les photos viennent de Charles Lucier, qui, je pense, est avec nous aujourd'hui. Il y a vraiment, à part Charles, là, il y a comme pas grand monde pour le moment qui a des données mesurées, précises sur les croissances puis les facteurs de croissance et de production de bois des arbres agroforestiers. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'en est assez balbutiement là, de documenter ça. On peut continuer. Les types d'aménagement, si ce qu'on voulait, ce serait faire du bois avec les arbres agroforestiers, l'idéal, ce serait de les mettre en alignement au sein des parcelles, à faible densité, dans une parcelle protégée par des haies brisements. Parce que là, si ça devient ça, notre culture, c'est ça qu'on veut protéger en fin de compte. Fait que ça serait l'idéal. Je connais personne qui fait ça à date. Là. Je connais pas tout le monde, mais tu sais, c'est sûr que si on est un producteur de grande culture, c'est rarement notre objectif principal. Après, il y a plusieurs stratégies. C'est soit qu'on peut dire on les plante serrées, puis on va les éclaircir à un moment donné pour leur donner l'espace pour bien se développer. Soit qu'on les plante à plus large espacement, auquel cas, ben là, on veut pas en perdre. Là, on les bichonne parce que chaque arbre planté, c'est un arbre qu'on va vouloir récolter. Ça, c'est pour et c'est contre. C'est si on les plante denses puis qu'on les éclaircit, l'intérêt, c'est que ça nous permet de choisir les meilleurs. Puis, dans le fond, la récolte qu'on fait entre-temps, on n'aura peut-être pas un revenu intéressant avec, mais on pourra toujours faire du bois de chauffage. Si on les plante plus larges, ben là, ça nous fait pas mal moins d'entretien à faire. Mais par contre, il faut être super rigoureux parce que là, tu sais, on veut vraiment, comme dit Christian Besnier, là, on veut vraiment faire de chaque arbre un succès. On peut avancer. Les précautions à prendre, là, je ne veux pas prendre le temps de parler de ça parce qu'on pourrait faire 1 heure juste sur ce sujet, mais je vais juste vous mentionner qu'il y a eu beaucoup de réflexions par rapport au fait que ce serait peut-être un malin d'alterner des espèces à croissance rapide, le peuplier, notamment hybride, avec des feuillus à bois noble pour essayer de faire, tu sais, un genre de calendrier de récolte étalé dans le temps. C'est possible. Le guide du crack donne des suggestions là, de densité de plantation si c'est ça qu'on veut faire. Les peupliers, en plus, ils peuvent, comme ils poussent vite, avoir un petit effet un peu comme en sylviculture, d'enligner les feuillus à se diriger vers le haut pour aller chercher leur lumière. Il peut y avoir cet effet-là qui est intéressant. En même temps, j'ai une petite animation. En même temps, attention, parce que s'ils sont pas bien taillés puis bien gérés, ils poussent tellement vite, puis tu sais, tellement de branches qu'ils peuvent vraiment faire de la compétition. Puis comme ils sont rarement suivis, tu sais, rigoureusement, c'est plus souvent qu'autrement ça qu'arrive. Fait que
Si on n'est pas prêt à les suivre vraiment bien comme il faut, puis à faire vraiment l'entretien qui va avec, c'est vraiment risqué là, de planter des peupliers parce que ça risque de se retourner contre nous. On peut avancer. Donc, je veux juste faire du push là, sur le fait que si on veut produire du bois, l'entretien est déterminant, que ce soit au niveau de la gestion des mauvaises herbes, de la protection contre les rongeurs et les cervidés, de la taille de formation, des élagages. C'est vraiment, ça devient une culture. On fait de la sylviculture, on cultive du bois. On ne peut pas se dire dans une haie qu'on n'a pas entretenue depuis 30 ans, ah ben attends, quand je vais la récolter, je ferai des planches. C'est non. Tu cultives des planches, ou sinon, ce que tu vas récolter, c'est du bois de chauffage puis des copeaux, puis c'est peut-être correct aussi. On peut avancer. Donc, c'est ça. Je peux juste finir en vous donnant quelques exemples. C'est sûr que le plus rentable, c'est le déroulage ou la scierie. Ce qui est intéressant, c'est le site Prixbois là, qui permet de voir est-ce que déjà il existe des scieries autour de votre site, puis c'est quoi les prix qui sont offerts en ce moment. C'est sûr que c'est dur de prévoir ça va être quoi les prix offerts dans 25 à 60 ans. Ça, on est sur une échelle de temps qui est complètement différente de la grande culture. Cela dit, il existe aussi des petites scieries mobiles, là, des moulins portatifs, qui permettent d'avoir quand même une petite production locale. Donc là, toutes les photos viennent de Charles Lucier et me permettent de montrer que c'est pas si farfelu. Ça se peut. Il y en a qui le font. Il pourra peut-être nous en parler un peu plus pendant la période de questions. Je pense que c'est du mélèze agroforestier sur les photos qui ont été récoltés dans une haie de 13 ans. Et puis André Vézina me disait que lui avait déjà produit des planches aussi de frênes puis de chênes qui avaient été récoltées dans une haie qui avait une trentaine d'années. On peut avancer. Sinon, en termes de bois de chauffage, ben là, on en a des exemples de bois de chauffage produits à partir d'aménagements agroforestiers au Québec. À l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, ils ont récolté des aménagements où il y avait des peupliers hybrides. Ils avaient juste 7 ans, mais ça pousse tellement vite. Ils avaient déjà quand même une bonne grandeur, un bon diamètre. Ils ont pu faire du bois de chauffage, chauffer leur bâtiment avec ça. Et sinon, à l'ITA de la Pocatière, là, il y avait des haies avec des peupliers hybrides qui avaient été plantés en 1982. Il y en a une partie qu'ils ont récoltée à 23 ans, une autre à 34. Sur les 4 haies, il y en a une qui a pu faire du bois de sillage, donc quand même c'était possible. Il y en a 2 qui sont partis en pâte et papier, et puis il y a une haie, une partie du bois est allée en bois de construction, puis l'autre ça a été pour le bois de chauffage. On peut avancer. Globalement, j'ai reparlé là récemment pour préparer cette conférence-là avec André Vézina et aussi avec David Rivet, qui est en train de faire des récoltes dans certaines parcelles expérimentales. À date, là, euh, la vente du bois permettait de couvrir les frais de récolte. On ne disait pas qu'on se faisait un revenu vraiment avec ça. Là. Mais ça pourrait venir, mais aujourd'hui, la réalité, c'est ça. Euh, donc, ça, c'est vraiment, tu peux cliquer encore 2 fois, Catherine. Ça vient reprendre des choses que je vous ai déjà toutes dit au travers de la présentation. C'est qu'en fait, tout ce que je vous ai dit par rapport aux protections climatiques, c'est des avantages qui risquent de s'accroître avec notre contexte de changement climatique dans les prochaines années parce qu'on le sait qu'il va y avoir moins de neige, va y avoir plus de pluie. L'hiver, en tout cas, la neige va être remplacée par la pluie dans les précipitations. Et on sait que l'été, c'est pas qu'il y aura moins de pluie, mais c'est qu'elles vont être plus concentrées. Et donc, il y aura plus de périodes sans précipitation. Et puis, comme il va faire plus chaud, ben, le stress hydrique, il va augmenter parce que les plantes vont faire plus d'évapotranspiration. Donc ça, le stress hydrique, les conditions de stress hydrique vont se présenter de manière plus courante. Et puis, le risque de mortalité des cultures hivernales, il peut être accru là, du fait qu'on a un moins bon couvert de neige pour les protéger. Donc, tous ces bénéfices-là que je vous ai déjà mentionnés, ils vont vraiment être plus présents dans le contexte de changement climatique. Et d'ailleurs, c'est ce que montrent vraiment plusieurs études que je vous indique ici. Comme quoi les rendements de maïs et de blé, on s'attend qu'ils soient vraiment valorisés lors des années sèches. On peut avancer. Donc, en conclusion de tout ça, on voit quand même que la plupart des aménagements sont multifonctionnels. C'est si on essaye d'avoir le plus de bénéfices possible en général, grosso modo, là, la haie brise-vent de une rangée moyennement poreuse
avec un peu de résineux, mais pas trop, puis quelques arbustes, vous cochez quasiment toutes les cases de tous les bénéfices que je vous ai mentionnés. C'est un peu comme le best-of, là. Euh, on retiendra quand même que la gestion des arbres a beaucoup d'impact. Donc, c'est oui, la planification est super importante, mais la gestion qu'on en a au fil du temps, ça va aussi vraiment beaucoup impacter la capacité de l'aménagement à rejoindre les objectifs visés et aussi le plaisir qu'on va avoir à cohabiter avec cet aménagement-là. Euh, et puis aussi, c'est moi ce que je me suis rendu compte en faisant toutes ces lectures, toutes ces rencontres, etc., c'est que on dirait l'agroforesterie, ça prend vraiment tout son sens à l'échelle de la ferme, puis même du territoire. C'est quand tu es au pied de la haie, tu as quasiment tout le temps autant d'inconvénients que d'avantages. C'est sûr que quand tu es au pied de la haie, tu es comme, ouais, je veux bien, je fais du pollen, puis je stocke du carbone, mais c'est parce que je suis aussi à l'ombre. Puis là, je le vois parce que j'ai moins 40% de rendement. Là. Fait que là, tu le vois, c'est ton inconvénient. Mais quand tu te recules, puis que tu vas au milieu du champ, finalement, là, ton rendement, il augmente. Fait que là, tu es comme, ah, bah, OK, des ennemis naturels de ravageurs, une humidité conservée, une augmentation de rendement. OK, là, vu d'ici, c'est déjà plus intéressant. Puis là, quand tu te mets à l'échelle du territoire, puis que tu te dis, oh, j'ai une résilience par rapport aux sécheresses, puis une infiltration de l'eau, puis des microclimats, là, ça devient intéressant. Fait que si on voit pas les bénéfices de la haie, souvent, c'est parce qu'on est comme le nez trop collé dessus. Puis plus qu'on dézoome, plus qu'ils apparaissent. Puis aussi, tu sais, je l'ai pas mentionné, mais je vais le dire quand même au moins une fois, l'arbre, c'est tellement le symbole par excellence. C'est du souci de l'environnement, de la durabilité. Fait que c'est en termes de cohabitation dans le voisinage, puis en termes d'image de la production de grains, c'est sûr que c'est vraiment positif là, par rapport au grand public. Donc, oui, ben, en terminant, je remercie les collaborateurs qui ont passé particulièrement plus de temps là, sur cette fiche-là. Donc, Emmanuel Boulfroid du CERFO, Mathieu Duflos de l'Association française d'agroforesterie, Louis Lefebvre d'Adapter, ma collègue Catherine, Jonathan Pinault des Comestibles Coop et André Vézina de Bioptère. Et dans la fiche, vous pourrez retrouver, moi j'ai fait vraiment des centaines de lectures, mais je vous ai fait comme mon best-of que je me suis dit, oh, si j'en avais 20 à garder, ce serait celle-là. Fait que vous avez un petit best-of dans les cahiers avec des liens cliquables. Passe la parole à Cédric pour nous présenter les travaux de l'IRDA sur l'impact des S sur les rendements. Je te laisse te présenter, Cédric, c'est correct? Ouais, c'est correct, je pense. C'est Euh, bon. merci beaucoup, Cécile. Belle présentation, énormément d'informations là-dedans. Je pense qu'on a tous appris beaucoup. Donc, je tenais à te remercier à la base. Donc, merci tout le monde d'être là. Je m'appelle Cédric Bouffard, je suis agronome. Je travaille à l'IRDA, entre autres, et je suis conseiller auprès des producteurs. Donc, c'est ce que je fais dans la vie. Je vais voir les producteurs, je leur fournis des conseils. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu des travaux qu'on a menés à l'IRDA, qu'on mène encore. Euh, on a un projet, le projet ici, le projet Bob, le projet de brise-vent et optimisation des bénéfices. Pourquoi Bob? C'est juste que je trouvais ça drôle comme nom. Il n'y a pas vraiment d'autres raisons, c'est vraiment, je suis un peu niaiseux comme ça. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce projet-là qui est encore en cours. Donc, les résultats que je vais présenter ne sont pas finaux, mais je pense qu'on va voir la démarche, on va voir un peu qu'est-ce qu'on a. Je pense que ça peut quand même être assez intéressant. Donc, le plan aujourd'hui, on va parler un petit peu des impacts des haies sur le rendement des grandes cultures. C'est ça, le fait un portrait exhaustif. Je ne rentrerai pas trop dans le détail ici. Je pense qu'on en a eu amplement pour notre argent avec Cécile, c'était parfait. On va regarder comment est-ce qu'on estime cet effet-là au niveau des grandes cultures. L'objectif du projet, notre méthodologie, on en est où, puis qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est un peu le planning pour cette présentation-là aujourd'hui. Je vous avertis tout de suite, les résultats ne sont pas définitifs. On est à peu près à mi-chemin dans le projet. Donc, on a quelques résultats, on a quelques informations, mais c'est vraiment encore, disons, préliminaire. Je ne prends pas en compte tout ce qui est bénéfices environnementaux, bénéfices sociaux. Moi, tout ce que je regarde, c'est le rendement.
suis quelqu'un de chiffre, OK? Moi, j'ai besoin de chiffres pour prendre ma décision. Ici, on s'est dit, on regarde uniquement le rendement, sans considérer les autres aspects qui sont très importants. Ça va venir dans d'autres projets. Je reviendrai pas sur les effets des haies. Je pense que Cécile le fait. Qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a un effet au niveau ouais, d'un brise-vent. Donc, forcément, sur la diminution de la vitesse du vent. Ça a des effets au niveau de la biodiversité, au niveau de l'accumulation de neige. Tout ça, on l'a vu avec Cécile. Même principe au niveau des essais de Vézina-Perrot en 2014. On a un effet qui va varier selon l'endroit où on se trouve dans le champ. Si on est proche de la haie, le rendement est davantage diminué. Normalement, plus on va s'éloigner, on va avoir un gain qui devrait compenser l'effet. Donc, c'est la théorie. Cécile nous a montré différentes statistiques. Je reprends ta slide, Cécile, c'était super. Euh, on voit des augmentations de 20%, des augmentations de 10, moins 40. Pour un producteur, comment on se retrouve là-dedans? Moi, si je décide de la prendre, est-ce que je prends, OK, je m'attends à avoir une baisse de 40% ou une hausse de 20? Il y a quand même une grande fourchette dans ce range-là. Donc, notre idée, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut, disons, rapetisser cette fourchette-là, expliquer les cas où on est à plus 20, les cas où on est à moins 40 pour faciliter la prise de décision. Le rendement n'est pas le seul élément qui va rentrer dans la prise de décision, forcément, mais le rendement, c'est de l'argent. Ça va être un point quand même important quand on essaie de convaincre un producteur. Les haies vont avoir différents impacts. Diminution du vent, ça va faire de l'ombre, compétition pour l'eau, les nutriments, protection contre le dessèchement, ça peut bloquer les drains. Cela dit que c'était pas nécessairement si fréquent, effectivement, mais ça peut quand même arriver. La biodiversité, diminution de l'érosion, protection hivernale, tout ça va avoir des impacts qui peuvent être positifs, négatifs. Mais dans un champ, on va avoir une combinaison de tous ces effets-là. Comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer? Quand je prends mon plus 16%, ça intègre tout ça. Donc, j'ai peut-être un effet de diminution du vent qui me donne 20%, mais vu que j'ai de l'ombre, ah là, je tombe à moins 4%. Donc, l'idée, c'est d'essayer de combiner tous ces effets-là. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un champ, on mettait une haie, on se faisait des transects dans le champ. Donc, on prenait des rendements à 5 mètres de la haie, 10 mètres de la haie, 20 mètres de la haie. On faisait ça à quelques endroits dans un, deux, trois champs et on calculait la hausse comme ça. C'est une très bonne méthode, mais c'est très time consuming, c'est très demandant en termes de temps, en termes de ressources, et on ne peut pas tester beaucoup de paramètres. Si je veux ajouter sur un type de sol, ah, ça me prend d'autres champs. Si je veux tester d'autres rotations de culture, ah, ça me prend d'autres champs. C'est extrêmement demandant en termes de ressources. Donc, c'était la méthode qui était faite. Mais là, moi, quand je regarde ça, la question que je me dis, bon, on a une hausse de 20%. Mais quand? Comment? Je vous ramène il y a 2 ans. Quand on a commencé à parler du projet, je vous l'explique brièvement. C'est un de mes collègues, un de mes amis au MAPAC, Bruce Gélina, pour ne pas le nommer, qui m'arrive un matin, il me dit: Hey, Cédric, je pensais à ça. Avec la géomatique, on est capable de modéliser un petit peu plus les haies. Il m'est arrivé avec cette idée-là. Il m'est arrivé avec une carte où on voyait les haies. Mais là, selon la forme du champ, selon l'orientation, ici, on voit des haies qui sont dans différentes directions. C'est pas vrai qu'ils sont toutes perpendiculaires au champ, qui sont toutes perpendiculaires au vent. Il y en a qui vont être dans le sens du vent, d'autres qui vont être 90, 45. Donc, quel va être l'impact? Donc, on est parti de cette idée-là et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut mieux modéliser cet effet-là? Je vous invite, s'il y en a qui veulent voir un petit peu plus notre réflexion initiale là-dessus, Bruce a écrit un article sur AgriRéseau qui explique un petit peu le raisonnement qu'on avait initialement. Donc, initialement, on s'est juste dit, ben,
On va prendre une carte, on va tracer la haie, on va calculer la distance perpendiculaire à la haie. Mais là, tranquillement, on a réfléchi. On s'est dit, ben beau tout ça, mais tu sais, est-ce que la baisse qu'on va observer à côté de la haie, est-ce que c'est dû à la haie ou c'est juste l'effet de bordure normal? Si je prends un champ de maïs, les premiers rangs sont jamais beaux. On a toujours une baisse, que j'aille une haie ou pas. Qu'est-ce qui arrive si c'est du soya? Est-ce que c'est le même effet? On a un peu moins de données sur le soya, mais c'est quand même une culture largement importante au Québec. Donc, ça peut avoir un impact aussi. Année sèche, année humide. Si j'applique, je fais toujours 16% de plus, ouais, mais est-ce que c'est la même chose des années sèches? Est-ce que c'est la même chose des années humides? Bon, est-ce qu'on est capable de séparer cet effet-là? Est-ce qu'on parle de rendement sec ou de rendement humide? La haie va influencer le vent, va influencer l'humidité du sol, va influencer l'ombrage. Est-ce que ça va influencer l'humidité des plants? Tout ça, on est encore dans une zone un peu grise avec quelques informations ici et là. Et finalement, bon, selon l'angle, est-ce qu'on est sous le vent, au vent? Est-ce qu'on est dans une zone où il y a beaucoup de forêts, que le vent est déjà faible, ou on est à Montmagny, où le vent est super rapide parce qu'il n'y a pas un arbre à des kilomètres à la ronde? Est-ce que ça a un impact? Donc, on avait ça comme questionnement. Puis là, on s'est demandé, bon, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Est-ce qu'il y a moyen d'intégrer tout ça pour avoir une meilleure idée? Là, on est tombé sur ces articles-là. Deux articles américains. Il y en a un qui est au UK, un aux États-Unis. Ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les données des capteurs de rendement. Pourquoi? C'est de la donnée qui est facilement disponible. Beaucoup de producteurs aujourd'hui, en grande culture, ont des capteurs de rendement sur les moissonneuses bateuses. C'est quelque chose de très courant aujourd'hui. Si on utilise cette information-là, qui est déjà captée, qui est géoréférencée, qui est relativement précise, est-ce qu'on pourrait la valoriser autrement? C'est ce que ces études-là ont fait. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas le faire au Québec? Donc, ça a été un peu notre logique. Et bon, pour le financer, ce qu'on s'est dit, on allait le passer pour concevoir un outil d'aide à la décision qui vise à simuler l'impact des haies sur le rendement. Bon, il y a la partie outil d'aide à la décision, on va en parler par la fin, mais pour faire cet outil-là, ce qu'on a surtout besoin, c'est de savoir c'est quoi l'impact des haies sur le rendement. Point. C'est vraiment ça notre objectif principal. L'outil, c'est la cerise sur le sundae. À la fin, on aimerait ça avoir un outil où le producteur, le conseiller, a une carte, dessine où il veut mettre la haie, choisit différents types, les hauteurs, et obtient quel effet est probable. Qu'est-ce qu'on attend comme effet sur le rendement à cet endroit-là? Ça, c'est comme notre objectif ultime. Est-ce qu'on va y arriver? J'espère. Mais aujourd'hui, je ne vous le présenterai pas nécessairement parce qu'on n'y est pas encore. Donc, notre objectif, pas l'outil d'aide à la décision, mais à l'aide de données de capteurs de rendement. Comment on fait? Bon, on a notre objectif, ben beau, on s'est assis, on avait notre objectif, on était bien content. Là, on a eu l'argent. Par où on part? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, première chose, il faut bien récupérer les données de rendement. C'est ça le but du projet. Fait que je me suis mis sur le téléphone, j'ai appelé des conseillers, j'ai appelé des producteurs. Ouais, tu sais, je peux être un peu achalant par moment. J'aimerais ça avoir des données. Peux-tu m'envoyer des données? Donc, j'ai ramassé beaucoup de données. Et là, si jamais il y en a qui en ont, je suis toujours preneur. Moi, plus j'en ai, plus je vais être content. Mais on peut dire que ça, c'est quand même fini. On a récupéré les données de rendement. Deuxième étape, les données de rendement, il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. C'est pas un cours d'agriculture de précision ici, mais les données de rendement, ça reste quand même un petit capteur qui mesure une valeur à toutes les secondes. Il peut y avoir beaucoup d'erreurs. Traditionnellement, on utilise un logiciel qui vient du USDA. Donc,
le ministère de l'Agriculture des États-Unis, qui nous permet de nettoyer ces données. Ça va bien quand on a 3, 4 champs, même 10, vous allez me dire. Pas de trouble. Là, on rentre sur des centaines de champs. Fait que là, on s'est dit, ouais, je coûte un peu trop cher à l'IRDA à l'heure pour me taper cette job-là qui est assez manuelle, assez répétitive. Puis, j'avais pas d'étudiant. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Ben, pourquoi ne pas le recoder, l'automatiser? Donc, ici, on va voir, on a recodé, on a refait le logiciel du USDA dans un autre langage de programmation. Donc, aujourd'hui, on est en mesure de l'automatiser, de le faire systématiquement. Je reçois les données, je le passe dans le logiciel, ça les exporte de façon à être exploitable par la suite. On le voit tranquillement. C'est pas nécessairement super excitant, ça reste quand même juste une carte avec des couleurs. Mais l'idée est que maintenant, c'est automatisé. Pour ceux qui se posent la question, tous les logiciels, toutes les méthodes, les algorithmes que je présente aujourd'hui sont ou seront disponibles en ligne. Celui-là, il l'est déjà, mais il y en a d'autres qui vont l'être au fur et à mesure que le projet avance. Vous aurez la liste des différents outils à la fin. Donc, si on revient à notre méthode, comment est-ce qu'on va faire? On a récupéré les données, on les a nettoyées. Check. All right. Qu'est-ce qu'on a de besoin? On a besoin de variables explicatives. Qu'est-ce qui fait en sorte que notre rendement peut être affecté? Ben, tout d'abord, il faut bien mesurer le vent. Il vient d'où? C'est quoi sa force? Encore là, on s'est fait un petit outil qui va chercher la vitesse du vent, les vents dominants, sur le site de la NASA. Est-ce que c'est parfait? Non. Forcément, je veux dire, on pourrait avoir des capteurs plus locaux. On pourrait s'installer plein de choses. Ça serait plus long, ça serait plus demandant. Ici, on a standardisé, on est allé les chercher auprès de la NASA. Donc, quand je mets un champ, j'obtiens automatiquement le graphique qu'on voit ici à l'écran. Donc, je vois d'où vient le vent. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est moins fort? Donc, ça me permet de classer un peu mes champs. Ça me permet de voir, OK, si le vent vient du ouest-sud-ouest, si ma haie est dans le même sens, elle n'a pas d'impact sur mon rendement, elle n'a pas d'impact sur la vitesse du vent de la façon que je le conçois normalement. Donc, on extrait ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, il faut bien que je cherche sont où les arbres. Oui, je peux aller sur le terrain et on va le faire. On ne l'a pas encore fait, on va le faire pour les caractériser, mais il faut que je cherche sont où les arbres, il faut que je cherche les hauteurs. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé les données LIDAR. Dernièrement, à l'automne dernier, le gouvernement du Québec a donné accès aux données LIDAR en format de points. Précédemment, on avait seulement en raster. On est dans des termes techniques ici, mais ça nous permet d'avoir vraiment la modélisation, comme on le voit à l'écran, de chaque arbre. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis capable d'avoir une carte. On ne le voit pas super bien, mais chaque point mauve est un arbre. Chaque point mauve, je suis capable d'avoir sa hauteur, son diamètre. À partir de ça, je peux calculer ma distance. Je peux calculer l'impact du vent. Donc ici, pour chaque arbre, chaque haie, je calcule l'impact du vent. Je le calcule de la même façon que André Vézina le calcule dans ses articles. Donc, il y a un effet un petit peu conique. C'est pas une bande uniforme. Donc, plus on s'éloigne de la haie, plus ça se referme un petit peu. Donc, on utilise exactement la même logique. Ici, je le présente seulement dans le sens du vent, mais on le calcule aussi à l'inverse. Le sol, c'est bien beau avoir les arbres, c'est bien beau avoir la vitesse du vent. Le sol va avoir un gros impact. Est-ce que je suis sur un sol léger, un sol lourd? Qu'est-ce qu'on a pris? On prend les données pédologiques qui viennent de l'IRDA. Mais là, ça nous donne quoi? J'ai une série Sainte-Rosalie, mais ça me dit quoi? Bon, prochainement, pas encore fait, on va produire une carte à l'IRDA avec les textures de ça. On ne l'a pas encore publié. Je l'ai eu en
une avant-première, je ne la cacherai pas, c'est moi qui l'ai faite. Donc, on a la carte avec les textures de sol. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je l'ai, disons, réparti un petit peu mieux. Quand j'ai un polygone de sol, je peux avoir jusqu'à trois types de sols différents. Je peux savoir que c'est un Sainte-Rosalie, un Saint-Damas, avec 60% de chance d'être Sainte-Rosalie et 40% de chance d'être Saint-Damas. Ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de répartir les sols en utilisant la topographie, en utilisant les voisins. Question de savoir à peu près on a quoi comme texture. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Donc, c'est un peu la logique derrière ça. Pour les sols, c'est ce qu'on a fait. L'ombrage. On l'a vu avec Cécile. Ben, l'ombrage, ça peut quand même avoir un impact. Si j'ai un arbre, je veux pas, il fait de l'ombre sur ma culture. Mais, même principe, ça dépend, il se trouve où. Si c'est au nord, c'est au sud. Si c'est à l'est, à l'ouest, ça va changer l'ombrage qu'on va retrouver. Je suis quelqu'un de chiffre. Moi, je ne voulais pas juste dire l'arbre se trouve à l'est de ma parcelle, il va faire tant d'ombre. Non. Des fois, j'aime ça me compliquer la vie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un module, encore là, qui va être disponible, qui va simuler l'ombrage. Je lui dis la journée, l'heure, il me calcule l'ombrage que j'ai sur ma parcelle. Donc, je simule la saison complète, je calcule le nombre d'heures d'ombrage que j'ai avec les arbres. Donc là, je suis capable de savoir il y a combien d'heures d'ombrage sur ma parcelle. Finalement, la topographie, est-ce que ça a un impact si je suis dans un trou d'eau, si je suis sur une butte? Ben, sûrement. Je veux dire, c'est supposé affecter l'humidité du sol. Donc, si je suis dans un trou d'eau et que ça sèche moins vite, c'est probablement négatif. Si je suis sur une butte de sable puis que je conserve plus mon eau, c'est probablement positif. Donc, on voulait l'intégrer aussi. On l'intègre de cette façon-là. Donc, on y va. C'est ce qui s'appelle des géomorphons. Donc, on sépare notre topographie selon des catégories de pente, des catégories de structure de pente. C'est assez simple. Donc, c'est nos variables explicatives pour le moment. Donc, on a du sol, la topographie, le vent, la distance aux arbres, un petit peu tout ça. Check. On fait quoi avec ça? Bon, j'ai mes données de rendement, j'ai mes variables explicatives. Je fais quoi? On parle de données qui sont quand même assez massées. Dans un champ, je peux avoir 20, 30, 40 000 points. 20, 30, 40 000 observations individuelles. Si j'essaie de faire des stats normales là-dessus, je vais me perdre. Ça va tourner en boucle sur mon ordi. Je n'aurai pas de plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, aujourd'hui, la méthode pour faire ça, c'est de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour prendre des grandes quantités d'informations et essayer de faire du sens. Essayer de faire une logique à partir de ça. Quand on parle de modèles d'intelligence artificielle, il y a plusieurs options. On peut avoir des modèles hyper performants. Ici, j'ai présenté XGBoost, Extreme Boosting, du Deep Learning, des Random Forest. Des modèles hyper performants. On va aussi avoir des modèles nettement moins performants, que je représente ici avec une Corolla beige, comme TAD-PFM. Là, vous allez me dire, ben oui, facile. Si tu veux une course, tu prends la F1, ouais, bien plus rapide. Je fait une petite vidéo, petite compétition de course entre notre Corolla beige et notre F1. La F1 part vite, mais elle part n'importe comment. La Corolla arrive au bout. La Corolla va gagner. Donc, on a pris la même logique. Donc, oui, on a pris ta PFM dans ce cas-ci, qui nous permet d'avoir un modèle qui, bien qu'il n'est pas le plus sophistiqué, bien qu'il n'est pas le plus performant, on arrive à un résultat rapidement, un résultat qui est pertinent. Je présente un peu de quoi ça a l'air. Donc, aujourd'hui, un producteur, un conseiller pourrait ajouter ses données de rendement, la couche de covariable qui est générée, le modèle s'entraîne et va nous permettre de voir l'impact. C'est une petite vidéo.
j'ai appris avec le temps de ne pas faire des démonstrations live, donc je le fais tout par vidéo. Donc, on a une interface qui nous donne nos résultats. Je vais vous présenter un peu rapidement les résultats qu'on obtient, comment on les interprète, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ce ne sera pas très long. On voit les différents modules qui apparaissent. On a tout d'abord l'importance de nos variables. Donc, dans un champ, je suis capable de dire qu'est-ce qui a le plus fait varier mon rendement. Et ici, c'est un exemple, OK? On le fait pour tous les champs. On le fait champ par champ pour l'instant. Qu'est-ce qui aurait eu le plus d'impact dans ce champ-là? Ça a été la distance par rapport aux arbres. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Le modèle, lui, c'est ça qu'il m'a dit. Après, c'est à moi d'essayer de penser. Qu'est-ce que ça peut représenter? Pourquoi est-ce que ma distance aux arbres a plus d'impact que d'autres choses? Et là, chacun peut avoir sa façon de le voir ou pas. On va obtenir ce qu'on appelle un ceteris paribus. Donc, on garde toutes les variables constantes, mais on fait seulement varier, dans ce cas-ci, ma distance aux arbres. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cette courbe-là. Je n'ai pas trafiqué la courbe. OK? C'est vraiment ce qui sort du système. Qu'est-ce que j'ai? J'ai exactement la même courbe qu'on voyait dans la théorie. Une baisse prononcée au début, suivie d'une hausse et d'une légère baisse par la suite. Donc, ça correspond à ce qu'on s'attend. Est-ce que ça compense? On peut faire passer à une autre analyse, qui est le what if, ou si on préfère le mettons que. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne notre hausse. Si, admettons que j'étais toujours à 100 mètres des arbres, ben, on voit que sur le bord, ben, ça augmente mon rendement. Plus je m'éloigne, bon, mon rendement peut diminuer, mais à proximité, ça augmente mon rendement. C'est une simulation de, mettons que j'étais à 100 mètres des arbres tout le temps. Dans ce cas-ci, j'aurais une hausse moyenne dans le champ de 385 kg à l'hectare. Ça représente une hausse de 29%. On est dans un champ de soya ici. Ben, c'est intéressant. Donc, dans ce cas-ci, dans le fait d'avoir cette et-là a probablement diminué un peu notre rendement. Donc, c'est ce que ce graphique-là nous donne. Donc, modéliser les effets, oui, aujourd'hui, on est capable de le faire, on est capable de voir notre effet. Check. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à généraliser les effets, parce que là, c'est bien beau. J'ai mis un champ, je suis capable d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce champ-là. Maintenant, est-ce que c'est le même effet partout? Est-ce que je peux dire systématiquement dans un champ, j'ai plus 10% de rendement? On est encore en train de travailler là-dessus. Donc, quand je l'ai dit au départ, nos résultats sont encore préliminaires, ben, c'est là qu'on est rendu. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. C'est quand même un petit peu du casse-tête à essayer de trouver comment le faire, comment bien le faire. Donc, on est rendu à cette étape-là. Et finalement, on va créer notre outil. On s'était fait initialement juste un petit template où notre idée, c'était très simple. On trace une ligne quelque part et on obtient qu'est-ce que ça devrait être comme impact sur le rendement. Ici, on aurait en rouge les endroits où on perd de l'argent, en vert les endroits où on en fait. Est-ce que ça va ressembler à ça à la fin? J'en ai aucune idée, mais c'est notre idée. À la fin, on va avoir un outil comme ça qui va être en ligne. On va tracer, on va voir notre impact sur le rendement, sur l'argent qu'on fait dans le champ. J'ai dit, j'ai partagé les outils qu'on a. Donc, déjà en ligne, on a un outil qui nous permet de nettoyer les cartes de rendement, qui est en ligne, mais il est privé. Je vais le mettre public prochainement, sur la fin de la semaine probablement. L'outil qui nous permet d'ajuster les covariables et l'outil qui nous permet de faire de la modélisation. Le reste est encore work in progress, est encore en développement, mais ça s'en vient. Je ne désespérez pas, et c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de notre part. Finalement, juste pour conclure le tout, et il va rester quand même du temps pour les questions pour moi, pour Cécile, je voulais juste faire un petit survol de notre logique. Si jamais vous voulez collaborer avec nous, si vous voulez
contribuer à cet essai-là, à cette expérience-là, on est toujours à l'idée, on cherche toujours des idées de covariables. Je suis pas quelqu'un qui est spécialiste en hébrisement, en agroforesterie. Cécile l'est clairement plus que moi. Je suis quelqu'un de chiffres, je suis quelqu'un de cartes. Moi, ce que je veux, c'est de savoir comment est-ce que je peux mieux modéliser mon rendement. Et plus je vais avoir de données de rendement, plus je vais être heureux. J'en ai déjà beaucoup. Je vous cacherai pas, ma clientèle, mes contacts sont davantage en Montérégie. C'est sûr, ça serait bien d'en avoir ailleurs. J'en ai un peu, mais j'en ai beaucoup plus en Montérégie. Si on veut avoir un portrait qui est plus représentatif, ça va m'en prendre dans des régions un petit peu plus périphériques aussi. Euh, je m'arrête ici pour qu'on ait du temps pour les questions. J'aimerais remercier le CERFO, qui est un partenaire aussi dans le projet, qui ont leur propre outil qui développent, qu'on essaie que les deux outils se parlent. L'ISFOR, donc David Rivet, qui est aussi un partenaire qui va nous aider à caractériser les haies. MAPAC, c'est eux qui financent le projet. Vraiment, merci beaucoup. Et l'IRDA, je ne l'ai pas précisé au début, je suis dans l'équipe de Marc-Olivier Gassard, donc je le remercie aussi. Et bah, c'est tout. Donc, il nous reste du temps pour des questions. Pour moi, pour Cécile, ça va nous faire plaisir de répondre. Merci Cédric, c'était vraiment une bonne présentation. Heureusement que tu es très pédagogue puis que tu as un rythme tranquille parce que tu nous as emmené mine de rien vers des données de modélisation géomatique. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu trop peur. Fait que, bravo. Tant mieux, tant mieux. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour des questions. Il y en a pas qui sont apparus dans le chat et puis on n'est pas très nombreux. Ah, Oh, je vas-y, vois Catherine. Catherine. Oui. Ben en fait, je me demandais, est-ce que vous pouvez aussi modéliser comme l'ombre future prévue pour des arbres qui seraient pas encore là? Parce que là, est-ce que l'aide à la décision, Oui, c'est pour aussi peut-être les producteurs qui voudraient en implanter? oui, c'est pas encore mis en place, mais oui, c'est ça le but. On va calculer l'ombre, on va calculer l'impact en créant une haie. Donc, on va créer des points, on va mettre une élévation qui va changer avec le temps et ça va créer une ombre. Euh, c'est pas encore mis en place pour ceux qui n'ont pas encore mis le modèle en ligne, mais ça s'en vient. Je veux dire, de mon côté, ça marche, il reste une coupe de bugs à régler, mais ça, d'ici une semaine ou deux, ça va être en ligne. En attendant qu'il y ait d'autres questions qui Il y arrivent, en a moi pas. j'en avais une. Je me demandais, Cédric, que- euh, dans les résultats là, d'analyse, bah, de modélisation que tu nous as montré, c'était pas clair pour moi comment l'effet année il est intégré. Parce qu'on le voit là l'effet va être vraiment différent, notamment les années plus ou moins sèches, là, pour Ouais. résumer. Toi, dans le Ça fond, va c'est être, une grosse ça, moyenne de toutes ça va. conditions météo confondues. Pour l'instant, on le fait chaque année séparée. Euh, là, on est dans le bout où on va essayer de le généraliser. Et là, on va intégrer l'année, on va intégrer la vitesse du vent, qu'on n'intègre pas directement ici. C'est là qu'on va l'intégrer. Mais pour l'instant, non, il n'est pas intégré dans le... Parce qu'on le fait vraiment par champ, par année. Mais c'est dans les développements qui s'en viennent très prochainement, là. C'est c'est Ok, juste ça. on a hâte. Ouais, non, C'est aussi. Jusqu'à présent, et là, règle du pouce environ, dans le maïs, de façon générale, je vois une baisse d'environ 5% des rendements. C'est sur l'échelle d'un champ. toute Je année pousse. confondue, là. Toutes conditions confondues. Mettons que je fais une grosse moyenne, sans séparer par type de sol, sans à peu près ça. Là, il me reste à essayer de voir si je le sépare par type de sol, si je le sépare par orientation, par région. Il y a probablement des cas où c'est plus des cas que c'est moins. Je suis là, à essayer de le faire. Le projet termine en novembre, donc on n'a pas beaucoup de temps pour finaliser le tout. Donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va être un bon rush pour essayer d'arriver avec quelque chose qui est intéressant, Hmm, pertinent, et qu'on va pouvoir intégrer dans des outils, autant notre outil que celui du cerveau. super.
S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, je me demandais, est-ce que le Charles qui est connecté, c'est Charles Lucier? Bon, il est peut-être pas si connecté que ça finalement. Oui, c'est ça. Des choses qui arrivent. Charles, étant donné qu'il n'y a pas de questions, est-ce que tu voudrais nous faire un petit témoignage en quelques minutes sur les récoltes que vous êtes en train de faire? Je sais que tu es en train, toi, de faire des planches de mélèzes agroforestiers, là, ces temps-ci, hein, si je me trompe pas. Comme quoi ça se peut? Oui, Comment ça euh, va? ouais, ça va bien. En tout cas, félicitations pour vos deux présentations, c'était vraiment bien. Tout simplement, moi, c'est encore assez embryonnaire dans le sens, ça fait quand même deux ou trois fois qu'on récolte des mélèzes. C'est des mélèzes hybrides, donc ils ont poussé un petit peu plus vite. Dans le temps, là, c'était dans les années 2004, le ministère, c'était l'arbre qui fournissait. Là. Et par contre, des arbres qui ont poussé ben, très vite quand même. Et des arbres, les premiers qu'on a récoltés avaient 13 14 ans, euh, à peu près 30 centimètres, plus ou moins 28 30 centimètres de diamètre, hauteur poitrine. Et en gros, l'observation, c'est que, parce que André est vraiment la personne qui, a vraiment, qui est allée loin dans le processus, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est de A à Z, et tout ça a été fait avec le producteur. Euh, Pour certains qui ont peut-être vu la ferme des Colombettes, là, c'est une haie qu'on a travaillé beaucoup dessus. Et c'est quand même assez juste de couper l'arbre, les brancher un peu, le chaîner, l'amener proche du chemin. Pour vous donner une idée, on a fait une fois 6 arbres, puis ça a pris pas mal 3 heures, 3 heures et demie. Ça, c'est juste les couper et les amener au chemin. Après ça, il faut toutes les ébrancher. Et donc, c'est quand même pas mal de travail et c'est sûr que pour une certaine rentabilité, si je peux partager, c'est que ça prend vraiment le producteur qui, puis aussi avec sa machinerie, le tracteur, ça, c'est vraiment la belle chose. Et l'autre qui est vraiment qui tire, même lui, c'était lui qui était c'est un bûcheron d'expérience en plus. Donc, c'est lui qui a fait de A à Z vraiment la récolte. Et après ça, pour le sillage, les premiers sillages, cette récolte-là de 6 arbres, ça, j'ai fait scier ça ailleurs, à peut-être 30 kilomètres. Fait qu'il y avait là, après ça, il y avait le déplacement, le sillage. C'est quand même assez de travail. Et fait qu'au niveau de rentabilité, et tout à l'heure, je voyais, Cécile, les bénéfices, peut-être rajouter dans les bénéfices, c'est pas grand, mais le- l'utilisation du bois, la disponibilité du bois. Puis ici, c'était du mélèze, on est en Montérégie. Donc, le producteur, lui, pour une deuxième coupe, c'est lui qui a gardé le bois. Puis là, il a utilisé ça pour sa machinerie. Il a mis du mélèze à terre qui est imputrescible. Donc, quand même, c'était des arbres sur sa terre, quand même d'assez bonne dimension, là, 500 arcs et plus. Il y avait donc ce bois-là nouveau comme espèce et qu'il a pu utiliser pour mettre de la machinerie, un support de machinerie au sol, que c'est très bien comme espèce. Et donc, en gros, c'est ça. Il faut penser que c'est, en termes de rentabilité, je pense ce qui est sûr, c'est que dans l'équation, il faut que le producteur soit là puis utilisé. Et le même producteur, lui, ce qui est bien, c'est qu'il s'est acheté un moulin à scie. Donc, là, on Ouais. s'en va, on a sorti une coupe de billes et maintenant, c'est comme en foresterie, ça, c'est intéressant. C'est l'aspect de la boucle locale. On coupe, on scie, on utilise le bois dans un périmètre de 10 kilomètres. Là, vous êtes en business, à mon avis. Parce que là, quand il commence à avoir le transport, on envoie ça au moulin. Moi, je n'ai pas Hmm. regardé les prix Je pense qu'André Vizina a fait les coûts, mais j'aimerais ça regarder ça à tête reposée. Mais moi, pour avoir été sur le terrain puis avec lui, puis mettre les chaînes, puis regarder ça, puis j'ai dit, tabarnouche, c'est deux avantages, c'est qu'on est dans un champ, donc on n'est pas en forêt, fait qu'on est comme vraiment, le champ est libre, puis parce que la machinerie en forêt, là, excusez l'expression, vous gossez, là, alors ça, c'est bien. La page est blanche pour circuler. Donc, c'est ça. Et là, on va faire une série de sièges bientôt, de la planche. Euh, voilà. L'autre aspect aussi, c'est vraiment en
exploitant que les haies. Nous, c'était une haie très. Ben, je sais pas, là, je veux pas trop prendre de temps, mais je dois terminer de toute façon. Ouais, oui, c'est ça. Dans le fond, Charles, peut-être juste, est-ce que vous prévoyez faire une journée champ ou une activité ou est-ce qu'on pourrait venir voir ça ou n'en parler plus? Non, c'est pas prévu pour le moment. Fait que, Non, mais je ok, terminerai c'est bon. rapidement. C'est qu'il y a un beau projet. Puis en tout cas, moi, on a 7 kilomètres, on a des haies denses qu'il faut sortir le mélèze, mais il y avait un beau projet de prendre un réseau de haies et de partir comme le chronomètre, puis de A à Z, tout couper, scier et brancher. Ouais, Ça, c'est c'est vraiment le intéressant. prochain projet à Montérégie par rapport à votre présentation. Il y a ça à faire, Ben puis oui. voilà. Ben merci beaucoup, Charles, pour ton témoignage.